Allez, les compteurs sont en train de monter. On a 50 inscrits aujourd'hui, donc on va voir si À la moitié, hein. qui a tenu qui tient le pari. Il y a déjà une vingtaine qui sont rentrés. Bon, et c'est bien. Il y a plein de choses à se dire, des choses très intéressantes. Avec Julie, d'ailleurs, on était tous les deux au congrès sur des stands Ouais. différents, donc à des endroits différents du congrès, ce qui est quand même aussi intéressant. On va vous en parler un petit peu en introduction. C'était un moment important, on va dire. Et alors, j'ai toujours la voix éraillée depuis une semaine. On est tous un peu pareils, je crois, hein. Ouais. En tout cas, oui, c'était un congrès assez dynamique et puis dans un monde en train de bouger, on va dire. Donc, on va en discuter dans quelques minutes. Bon, en tout cas, on espère que vous allez tous bien, que vous n'avez pas Et attrapé la grippe, le rhume, je ne sais pas quoi, le Covid. le Covid, parce que sur le congrès, a priori, tout a traîné. Quel horrible mot. Bon, en tout cas, nous, on s'est soigné avec quelques coupes de champagne, donc peut-être que ça nous a immunisés, du coup. Enfin, surtout Julie, hein, parce que moi, je suis Oui, sérieux, bah voyons. mais Julie, beaucoup moins. Et donc, voilà, mais bon, c'était quand même assez sympa. Et puis, ben, on a fini euh, avec un petit week-end Tour de Cassis, La Ciotat et tout ça, qui était très sympa. On a revu le soleil quand même, parce que Marseille, sous la grisaille, c'était quand même assez rare, hein. Ouais, le Quand premier on jour, est, c'était pas terrible. quand on est arrivé, c'était un peu bizarre. Il y avait du vent aussi quand même. Mais c'est vrai que samedi, dimanche, c'était mieux. Et c'est un joli coin quand même. Alors, Hem, alors, vous euh, étiez enfin, pour ceux qui sont là, vous étiez tous au congrès. Si vous voulez, il y a le petit chat pour qu'on puisse communiquer. Vous avez un petit menu de chat ou de questions-réponses. N'hésitez pas à passer questions-réponses, par là éventuellement même lever la main pour, c'est pour comme à nous dire: l'école, «Tiens, hein. j'étais au congrès» Il y a, ou il y a la maîtresse hein, qui est avec moi, donc je dis la maîtresse, hein, j'ai pas dit ma maîtresse, personne ne m'interprète, hein, s'il vous plaît. Non, parce que vous avez vu quand même, Manu, hier soir, il s'est fâché, hein. Quand on interprète ses paroles, il n'aime pas, hein. Oula. d'accord, Donc, donc alors j'ai des réponses de non-présence, de présence, bonjour, donc OK. Il faudra peut-être du coup, peut-être, pour ceux qui n'étaient pas là, replonger, sur un ou 2, à remettre dans le contexte? oui, oui, tout à fait, tout à fait. Alors n'hésitez pas à lever la main, ceux qui étaient là, juste pour qu'on voit. OK, génial, merci. Ah, vous êtes au top. Pas présent au congrès, d'accord. Ah mais c'est génial quand vous participez comme ça, c'est vraiment sympa. Bon, je dirais qu'on a, non présent. Je dirais que pour l'instant, on a, moite-moite, hein? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, normalement, on a annoncé 7 000 personnes, donc 7 000 sur 20 et quelques mille, voire 25 000, ça fait un gros quart ou un petit tiers, quoi, si on veut. Donc, ça serait assez logique qu'il y ait cette Ouais, proportion-là. là, je dirais que là, on est sur un tiers, 2 tiers, hein, pour l'instant. Un tiers de présents, 2 tiers non présents. D'accord, c'est bien. OK. Bon, allez, il est quoi? 35. Bon, ben, je pense qu'on va lancer On démarre? j'allais dire les hostilités, non. Euh, Peut-être pas, oui. il n'y aura pas Restons d'hostilité. aimables. Il n'y aura pas d'hostilité. Allez, c'est parti. Hop, je vais juste partager mon écran Ah, avant de me mettre en je regarde, je te plein dis. écran. Ouais, ouais, surveille-moi, hein. Je suis toujours terrible, moi, hein. Alors, je te fais un petit. Alors, on voit bien ton écran, mais pour l'instant, c'est pas encore en plein écran. C'est bon. Et il y a des retours aussi de pas présents, mais curieux ou hâte d'avoir aussi un retour pour les non présents. Est-ce que là, c'est bien? Est-ce que c'est bien C'est mon parfait. écran? C'est OK. parfait. Bon, alors, bonjour à toutes et à tous. Le webinaire numéro 30, voilà un joli compte tout rond. On est le 18 octobre et la profession est en train de vivre un tournant, à notre sens. On va vous l'évoquer. Donc, au programme aujourd'hui, donc un petit feedback du retour de ce congrès de Marseille qui a été quand même assez dynamique, hein. Il y avait réellement du monde. On va vous en parler. Je vais parler quand même d'un sujet qui est un peu une incidente de ce congrès de Marseille et je dirais même des jours qui ont précédé le congrès, puisqu'il y a eu quand même une annonce forte d'un éditeur qui a un petit peu, allez, légèrement fâché un certain nombre
l'expert comptable. Donc, je vais essayer de vous donner quelques outils, quelques arguments pour contrer l'effet un peu désagréable sur les marges des cabinets, en tout cas pour les 7 ou 8 cabinets sur 10 qui sont chez Silay, puisqu'ils ont une très grosse part de marché, hein, de 70 à 80% au niveau de la paye. Donc là, bah, J'ai un tout petit retour pour toi, Stéphane. ils en ont usé, oui. Non, j'ai Philippe qui nous dit, ça fait 34 ans que j'entends que la profession vit un tournant. Donc, il y a peut-être un vrai sujet aussi à aborder ça, parce que c'est vrai qu'on entend depuis longtemps ce sujet-là, Alors, mais on y reviendra peut-être après, mais je te le dis là. alors avant, c'était des tournants légers sur une route de plaine, donc tranquille, hein, on pouvait tenir le volant d'une main et tout ça. Là, c'était quand même un crochet en montagne où on fait un tour On est sur une épingle à cheveux là. ouais, c'était une épingle à cheveux, sérieusement. Et je pense qu'il y a une accumulation qui fait que malgré tout, ça peut devenir préoccupant, quoi. D'autant que là, c'était la première lame. Il y a peut-être la deuxième et la troisième qui pourraient venir derrière, hein. Bon, on va en parler. On va en reparler évidemment, parce que c'est quand même un sujet qui est très axé autour de l'IA, du traitement de la data. Et je reviendrai un petit peu sur les nouveautés de Pilot Guard, puisque on a présenté pas mal de choses au congrès. On a eu beaucoup de visiteurs très intéressés qui en plus nous ont félicité du côté très innovant de ce qu'on a présenté. Ils nous ont même dit qu'on était sûrement le produit ou l'un des produits les plus en pointe sur l'IA sur les stands, dans tout ce qu'ils ont vu, parce que tout le monde, évidemment, hein, quand vous venez au congrès, vous faites quand même un tour assez complet des solutions. Vous baladez partout, vous regardez des démos, vous allez dans les ateliers, vous, voilà, vous informez auprès d'autres confrères et consoeurs. Et donc là, on a eu quand même plutôt des compliments. Et ça, ça nous a fait chaud au cœur, parce que ça fait quand même des mois et des mois qu'on travaille sur ces outils. Et bon, le fait qu'on nous dise que oui, on est bien non seulement dans le coup, mais plutôt en avant, ça nous a fait très plaisir. Je reviendrai quand même sur le sujet des accompagnements et des subventions, puisque on est en pleine création du budget 2025 de notre beau pays, où on s'aperçoit que tout à coup, je sais pas, des petits montants de 100 milliards qui sont perdus dans les coins, on ne sait pas comment d'ailleurs. On le saura d'ici la fin de l'année probablement. En tout cas, sur les subventions, malheureusement, ça va sérieusement se raréfier. On a déjà eu des informations, je vous en avais parlé déjà pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant, on avait eu des informations de BPI, on a d'autres informations qui parlent des JEI, du C2I, etc., etc. Donc, tout ce qui est un peu subventionné, défiscalisé, favorisé, etc., au niveau des entreprises et également des cabinets, c'est pas en voie d'expansion en ce moment, apparemment. Voilà. Et puis la prochaine fois, on reviendra donc dans 8 jours, dans une semaine, on reviendra sur des cas d'usage de l'IA, sur des automatisations, de la robotisation de la production. Je vais en parler un petit peu encore aujourd'hui. Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est redondant, on en a déjà parlé, oui, mais sauf que pour l'instant, je dirais presque que personne ne le fait. Donc, tant que tout le monde n'est pas équipé à 100% et n'a pas gagné 50% de productivité, bah, il faut qu'on vous en parle pour quelque part vous donner envie, vous motiver et surtout vous montrer pourquoi ça peut vous apporter beaucoup partout dans votre cabinet. Alors, on attaque sur le feedback du congrès de Marseille. Alors, j'ai envoyé un petit emailing ce matin un peu provocateur, donc évidemment, à chaque fois, ça peut agacer Comme certaines rarement tu le personnes. fais, non? Oui, non, non, c'est pas mon style. En C'est pas général, ton genre. je suis très, très modéré, hein, généralement. Mais bon, en même temps, ce que je dis, c'est pas forcément faux, quoi. Et surtout, ça se révèle. Je me souviens d'un livre blanc que j'avais envoyé en 2012, je crois, qui était le titre, c'était La faillite d'un incertain modèle économique. Bon, dans les annonces, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer en ce moment. Voilà, donc c'est Et 12 ans, si 13 ans certains après. y ont participé, ou même ceux qui n'y ont pas participé ont des réflexions par rapport au webinaire et au discours de Stéphane, n'hésitez pas. Moi, je suis à côté, je lis les réponses et on vous répond en live, hein, au contraire. Absolument, absolument, Julie. Et donc, moi, je pense quand même que la profession est secouée. D'ailleurs, j'ai eu quand même beaucoup de conversations et pendant le congrès et en marge du congrès.
où certains m'ont dit, et moi c'est l'image que j'utilise aussi un petit peu en ce moment, c'est peut-être pas valable pour tout le monde, mais c'est peut-être plus valable pour j'allais dire, des petites exploitations, parce que je pensais au monde agricole, où les agriculteurs se font manger par l'industrie agroalimentaire, par la grande distribution, par l'État, par l'Union européenne, par tout un tas de gens et d'organisations. J'ai la sensation que c'est un peu quand même ce qui est en train de se passer dans la profession comptable. Évidemment, on n'en est pas au niveau des agriculteurs, hein, au niveau des rémunérations, bien heureusement, mais on est plutôt dans le mauvais sens actuellement. Alors, ce que j'ai vu, et Julie, tu peux rebondir sur chacun des points que je vais évoquer, puisque j'en ai mis 7. Hein. Bon, on a eu un congrès très dynamique, donc ça c'était plutôt bien. Tout à Et fait. ça prouvait aussi quand même que les cabinets, et je crois à Montpellier, l'année d'avant, où je n'étais pas d'ailleurs, ça avait été assez aussi dynamique, il y avait eu du Oui, ça monde. bougeait pas Donc, mal, oui. donc ça prouve quand même que la profession se pose des questions, s'interroge, a besoin de faire bouger les choses, a besoin d'évoluer. Donc cette dynamique, quand même, elle est sympathique, je pense, pour tout le monde, mais pour autant, bon, elle témoigne d'un certain nombre de faits. Le premier que j'ai vu, et qui est quand même très significatif quand on est sur les stands au Congrès, hein, et je pense que Julie, tu l'as Oui, vu comme moi, oui, tout c'est, à je fait. dirais, la mainmise des sociétés financées, hein, plus ou moins, voire rachetées ou financées, etc., dans différentes modalités par des groupes anglo-saxons. Hein, j'ai cité les trois parce que ce sont les En, trois qui sont en tout rentrés. cas, dans la Comptatech, là, on a des vrais mouvements et je pense que c'est un début. Enfin, pour Voilà. le coup, ce qui se ressent beaucoup sur le terrain et là dans l'émulation d'un congrès, c'est qu'il y a beaucoup de gros, effectivement, agro-capital ou des sociétés anglo-saxonnes qui vont chercher à pouvoir gérer de bout en bout de la pro à la pré-compta jusqu'au traitement, jusqu'à la sortie. Et donc, ils viennent chercher plein de petits outils pour en faire un super outil. Hmm. Et c'est vraiment la tendance du moment sur la Comptatech en ce moment, quoi. Voilà, donc ce qu'on a vu, c'est bon, Silver Lake, il y a quelques années, j'en avais déjà parlé lors de webinaires précédents, qui avait racheté Cegid et Silae. Cegid qui Oui, avait racheté Silver Lake est norvégien. Visma, pardon, est et norvégien. Danois, je crois. Enfin, bon, je sais pas, j'ai peut-être un doute, mais j'aurais dit danois, mais Oui, tu en peux tout cas, avoir c'est raison. un pays du Un Nord. pays, un pays nordique, on va dire. Bon, donc Silver Lake a racheté Cegid, qui eux-mêmes avaient racheté dans l'ordre Servansoft à une époque, puis c'est CMX, puis Quadra. Et donc là, Silver Lake, ils ont fait un paquet cadeau à 2 fois 600 millions. Donc Cegid qui avait racheté tout ce monde-là, plus Silae qui ne faisait que 30 millions, à peu près 30-35 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils l'ont racheté aussi 600 millions. Il fallait quand même se douter que des gens qui ont mis 1 milliard 200 millions sur la table, à un moment donné, ils allaient quand même vouloir rentrer dans leurs frais. Parce que les gens qui font du capital investissement, souvent, ils se donnent quelques années pour faire la culbute, et puis après, souvent, ils revendent. Et d'ailleurs, c'est peut-être là aussi ce qui va se passer. Mais par contre, à un moment donné, ça passe par des hausses très, très significatives. Et évidemment, ils visent des sociétés qui sont très prometteuses en termes de croissance et qui sont sur des positions quasi monopolistiques ou oligopolistiques, et donc qui ont de très fortes parts de marché, ce qui était le cas parfaitement clair de Silae. Donc voilà, c'est pas tout à fait une surprise qu'aujourd'hui, il y ait des hausses tarifaires. Alors évidemment, elles sont très violentes, hein, après avoir déjà augmenté de 20-30%, je pense que c'est quasiment par an pendant un certain nombre d'années. Tout à coup, là, ils disent x3 ou et x5 un peu en suivant. Évidemment, ils le disent un peu au dernier moment. Donc les cabinets sont un peu coincés. Et on se dit, bon, quand on regarde autour dans le marché, on a peut-être 3, 4, 5 solutions périphériques qui pourraient prendre demain des parts de marché. Si les gens veulent sortir de Silay, ce qui va les regarder, hein, ils feront leur choix. Je discutais hier, j'ai eu au téléphone Jean-Nicolas Nabet, que tu connais, Plutôt Julie, oui. Oui, plutôt bien, oui. de YEP, de la société YEP. Donc YEP, qui est l'une des alternatives. D'ailleurs, on l'invitera sûrement à un prochain, je lui Ouais. en ai parlé hier, on l'invitera sûrement à un prochain webinaire pour qu'il puisse évoquer un petit peu le sujet. Bon, je me dis quand même que ces solutions alternatives, bon, il y a Wikera qui est la société qui a été
promue par Dracarys, Caris. qui malheureusement n'est pas suffisamment prête aujourd'hui pour avoir justement apporté une alternative crédible plus tôt. Donc, ils n'ont pas pu prendre des parts de marché déjà. Je pense qu'ils démarrent vraiment cette année, hein, en 2025. Bon, et puis il y en a d'autres. Il y a Payfit qui n'a pas été à un moment donné très aimé par les cabinets parce qu'ils se présentaient comme une alternative presque sans l'expert comptable. Puis là, ils sont revenus un peu plus près des experts comptables. Bon, il y en a quelques autres aussi. En tout cas, je dirais même s'il y en a 4-5 à peu près crédibles, fiables, etc., qui peuvent être choisis par les cabinets, je pense quand même que ce n'est pas une affaire d'un an pour régler le problème, c'est une affaire de plusieurs années parce que il y a quand même 16, je sais pas, je dirais 15-16 000 cabinets qui sont scellés aujourd'hui. Avant que les petits éditeurs alternatifs puissent avaler 16 000 cabinets, il va falloir un certain nombre d'années. Donc, Va falloir être staffé et puis avoir la. voilà. Donc, pour les gens qui sont déterminés à bouger, prenez-vous-y à l'avance, je dirais, pour vous mettre en liste d'attente, parce que la liste, elle risque de s'allonger très, très fortement à un moment donné. C'est-à-dire que dans un an, en disant, ouais, bon, ça y est, en septembre, octobre prochain, au prochain congrès, je change. Oui, sauf que s'il y a déjà 2000 inscrits sur la liste d'attente avant vous, ça va être compliqué de demander à ces éditeurs-là d'avaler tout à coup 500 ou 1000 cabinets la même année. Bon, je ne sais pas comment ils sont organisés, hein, mais voilà. Bon, Sequoia, c'est pour Penny Lane, fonds anglo-saxons, fonds américains. Ils ont financé pratiquement, à part Microsoft et Apple qui sont beaucoup plus anciens, ils ont financé tous les autres GAFAM, plus PayPal, enfin des boîtes extrêmement connues mondialement, souvent américaines. Et à un moment donné, ils demanderont leur compte aussi, c'est inévitable. Visma, qui a racheté beaucoup de petites sociétés de la comptatech française, belge, etc., européenne, on va dire. Donc, ils rachètent tous les ans 30 à 40 sociétés dans le monde, compta, finance, assurance, etc. Donc, tout un écosystème, on va dire, dans et autour de la profession comptable. Et donc, ces groupes-là constituent des groupes puissants où font des coups capitalistiques pour afficher d'énormes rentabilités, puis se séparer des sociétés pour partir sous d'autres cieux plus intéressants, une fois ils ont tiré tout le jus possible. En tout cas, ça s'est vraiment vu, alors je ne sais pas si je l'ai mis le point numéro 2, c'est qu'au niveau des stands, hein, ça a été vraiment très marqué. Je trouve que les stands, je ne vais pas citer les éditeurs, mais je les ai appelés les vieux éditeurs, parce que c'est les éditeurs qui Non, sont sur la les profession éditeurs historiques. depuis. Ah, Ouais, ah, ouais, ah, allez, ouais. soyons C'était trop long historiques. historique, ça me coupait ma ligne, donc j'ai mis plutôt vieux. Et voilà, ils ont au moins 20 ans, 30 ans, voire 40 ans de bouteille. Et là, sur les stands, si on enlevait le personnel des sociétés, il ne restait pas tant de monde que ça. Mais si je peux me permettre un mais quand même, mais, et on va aborder certainement plein de sujets aujourd'hui dans ce webinaire, mais il y a encore, et c'est pour ça, là, je réponds à ça fait 34 ans qu'on entend qu'il y a un virage qui va s'opérer. Là où je vous rejoins, effectivement, il y a encore même des jeunes qui vont sur ces stands-là par habitude, parce qu'ils ont eu l'habitude de travailler sur des outils comme ça, même si on se rend compte que ben, ça devient peut-être, c'est très bon sur la gestion des dossiers historiquement, Mm, etc. Mais qu'en termes de réponse à certaines demandes clients, etc., ça ne correspond plus, en tout mm, cas, à la réalité du marché. mm, Il y a encore malgré tout des gens qui s'y rendent, mais c'est vrai que pour le coup, par rapport, moi je vais citer des noms, je vais oser, ma descente comme Penny Lane ou Time, c'était quand même, MyUnisoft, ça ne désemplissait pas. Effectivement, ACD, etc. Bon, bah, c'était un peu moins. Mais il y avait quand même ouais, du monde, malgré tout. ouais, Agiris, ACD, etc. mm. Euh, Donc c'est vrai qu'il y a eu quand même un transfert, on va dire, je vais dire de population, une migration des anciens ou des historiques, si tu veux, vers les nouveaux, hein, qui a été très nette sur ce congrès. Peut-être qu'elle avait commencé déjà à Montpellier l'année précédente, mais là, ça s'est vu comme le nez au milieu de la figure, quoi. Et il y avait vraiment des stands qui avaient beaucoup plus de monde que d'autres. Et voilà, on sent qu'il y a une page, comme je dis, qui se tourne et voilà, qui rebat les cartes. Et je vais expliquer aussi un petit peu pourquoi. C'est que de plus en plus, on sent que les clients
en tout cas les jeunes dirigeants qui arrivent et qui viennent chercher un expert comptable, imposent leurs solutions, hein, et des solutions notamment comme Penny Lane et Time, hein, qui sont quand même très costauds sur l'approche client, enfin client final. C'est souvent eux qui demandent au cabinet, écoutez, soit vous, si vous voulez me prendre, il faut que vous ayez le même outil que moi, sinon je ne viens pas chez vous, quoi. Et le résultat, c'est que, et ça c'est aussi une incidence, c'est que beaucoup de cabinets ont maintenant 2, 3, 4 outils de production différents, ce qui ne fait pas baisser les coûts, hein. Donc, il y a souvent l'éditeur historique, justement, plus Penny Lane, En Time, fait, il y a une forme de Octave, etc. sécurisation, je trouve aussi, Stéphane, qui se fait sur le fait qu'on garde un éditeur historique, parce qu'au moins, au cas où il y a pépin avec le nouvel éditeur, on rebascule tout et on a un peu nos habitudes. Et puis, il y a eu aussi des coups qui sont arrivés. Bon, je ne vais pas reparler de ces histoires-là, mais l'année dernière, on se rappelle quand même qu'il y a des cabinets qui n'ont pas pu bosser pendant plus d'un mois et demi sur leur dossier suite à un Mm, piratage, etc. Et en fait, dans les mentalités, il est resté que maintenant, on a tendance aussi à avoir peut-être un doublon sur certaines typologies de dossiers où en cas de pépin, au moins on peut rebondir rapidement. c'est vrai, c'est vrai. Bon, puis le fait de rentrer un client, 3 clients, 5 clients, 10 clients sur les nouvelles solutions, c'est une façon aussi de les tester, de les valider, et demain peut-être de faire des migrations plus massives. Bon, après, se plaindre de l'affaire Siley et replonger dans des sociétés qui sont peut-être effectivement enfin, avec des apports capitalistiques anglo-saxons, il va falloir quand même se demander si on n'est pas en train de refaire la même erreur 2 fois ou 3 fois de suite, quoi. Donc, bon, mais chacun verra midi à sa porte, comme on dit, hein. Le point 4, c'est quand même aussi la financiarisation et la concentration de la profession. Financiarisation, parce qu'aujourd'hui, notamment, on parlait de Penny Lane, Time, ils ont un modèle économique qui devient hybride en termes de rémunération, de chiffre d'affaires. C'est qu'ils ont la tarification et donc les ventes d'abonnements comme fait tout le monde aujourd'hui, mais ils ont aussi des rétrocessions bancaires liées au fait qu'ils proposent un système, un service de compte professionnel aux clients des cabinets, et que donc sur les capitaux qui sont apportés dans ces comptes pro, ils sont rémunérés souvent à hauteur de 3-4%, ce qui est quand même assez considérable. Et donc, ça leur permet de capter quelques dizaines de millions d'euros dès aujourd'hui, hein. C'est quand même très important. Donc, ça change un peu aussi le business model de ces gens-là. On peut imaginer que là, c'est des banques, mais demain, ce sera peut-être des assureurs ou d'autres genres de l'écosystème, des très grosses boîtes de l'écosystème des entreprises et des cabinets. Voilà, donc ça, c'est aussi un changement quand même profond. Et puis, on l'a vu aussi, c'est qu'il y a des concentrations de cabinets très importantes où on voit monter, et ça, c'est pas tout à fait nouveau non plus, hein, parce que moi, je l'ai constaté il y a déjà des années, mais on parlait de cabinets qui tout à coup apparaissaient être 200, 300 collaborateurs. Aujourd'hui, on est plutôt sur des cabinets qui arrivent à être 1000, 2000, 3000 collaborateurs. Et là, c'est totalement impressionnant, parce qu'en l'espace de 10 ans, on est passé j'allais dire, de méga cabinets, enfin pour l'époque, c'était des méga cabinets de plusieurs centaines de personnes, à des méga cabinets de plusieurs milliers de personnes. Donc forcément, ils ont bien dû racheter des plus petits cabinets qui soit ont pris la retraite, soit étaient plus ou moins en difficulté, ou en tout cas se sentaient un peu seuls pour affronter l'écosystème. Et donc, ce qui n'empêche pas qu'il y a beaucoup de création encore de très petits cabinets avec des jeunes experts comptables qui posent la plaque et qui démarrent à zéro, ou qui rachètent 20-30 dossiers pour démarrer, et puis qui montent comme ça par croissance organique, et plus tard peut-être par croissance externe. Mais on a quand même les phénomènes qui sont quand même à l'œuvre, et c'est quand même assez intéressant de voir ça. On voit des noms apparaître des fois que moi j'ai vu, hein, dans les dizaines de prospects qui sont venus nous voir. Il y a eu 2-3 noms là que je connaissais même pas, quoi. Et pourtant, c'était des cabinets qui s'affichaient à 300, 600 personnes. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Le cinquième point, alors il n'est pas forcément lié au congrès, mais je l'ai mentionné quand même, c'est que l'administration a annoncé la fin du PPF, hein, le portail public de facturation. Donc, ça veut dire que, sauf à ce que des gens comme, encore une fois, Penny Lane et Time, je crois qu'ils l'ont annoncé,
disent non, la facture électronique sera gratuite pour les TPE, PME, enfin vos clients, messieurs et madame les experts comptables, théoriquement, ça sera payant, quoi. Ça sera des services vont apporter les PDP. Hein, donc, sachant que les OD, ils ne savent pas trop ce qu'ils deviennent. Donc, l'État, c'est un petit peu désengagé. Donc, ils ont dit on garde les mêmes délais que ceux qui étaient annoncés jusqu'à, grosso modo, septembre 2027, je crois. Mais par contre, nous, on en fait un peu moins. Et donc, la gratuité qui était quand même un peu vendue, entre guillemets, par l'État, l'administration, ça y est, on s'est assis dessus, elle a disparu. Maintenant, c'est au PDP de se débrouiller avec le jeu. Bon, c'est un peu nouveau. J'ai vu des réactions de la CPME et d'autres organisations patronales, notamment de petites ou moyennes entreprises, effectivement, qui ne sont pas forcément ravis du truc, hein, parce qu'ils se disent, ouais, bon, au début, on dit que c'est gratuit, on nous fait avancer dedans, puis à un moment Et donné, ah puis, ben non, c'est plus il y gratuit. a quand même un chiffre marquant, c'est qu'il y a moins de 10% des entreprises, des TPE qui sont prêtes, enfin des entreprises qui sont prêtes à y passer. Ouais, Quand je dis prêtes, c'est les outils qui c'est ça. connaissent comment faire et qui sont organisés pour. Et moi, personnellement, je sais pas toi, mais moi, je reçois des mails de ma banque aussi. On est Oui, PDP. oui, 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 En bien fait, sûr. on sent que c'est un business que beaucoup cherchent à s'accaparer là, hein, Voilà. aussi. Parce qu'après, bon, on sait bien que chacun essaiera de faire passer des services dans le truc qui deviendront de plus en plus payants. Donc voilà, on fait rentrer les gens dans le parc, encore une fois, et puis après, même si c'est gratuit au début ou pas très cher au début, ben, progressivement, ça montera en puissance. Et une fois qu'on est dedans, c'est toujours compliqué de sortir de systèmes un peu techno complexes. Voilà, les gens, il y aura la force d'inertie. À un moment donné, ils seront dedans, quoi. Ils vont pas en changer tous les mois, quoi. Donc voilà, en tout cas, pour envoyer et recevoir des factures jusqu'à maintenant, bon, ça coûtait quand même très peu cher, on va dire. Alors après, tout le monde nous vend des gains de productivité, etc., extraordinaires, etc. Ouais, bon, ouais, ok, mais enfin, les gens en ce moment préfèrent les économies aux supposés gains de productivité. Hein. Donc voilà, tout le monde fait très gaffe à sa trésorerie actuellement et je pense que donc ça sera peut-être un écueil supplémentaire pour les cabinets pour emmener les TPE justement la plupart de leurs clients dans le système. À voir, hein, je peux me tromper là aussi, mais déjà que c'était pas tout à fait simple et que les chefs d'entreprise, notamment dans les TPE, n'étaient pas méga motivés, qu'en plus on va leur dire que c'est forcément payant, ils vont être encore moins méga motivés, quoi. Tiens, Bon. juste comme ça, à chaud aussi, est-ce que vous êtes prêts là au cabinet sur tous ces sujets-là? Vous avez pris le pli, pas encore? N'hésitez pas à lever la main, c'est un peu enfin je dis rigolo, c'est intéressant de savoir aussi sur ces sujets-là, vous, où est-ce que vous en êtes? Hmm. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, on lève la main, vous inquiétez pas, la main se baisse après. Alors, je ne sais pas s'il y a Vas-y, des continue, hein, Stéphane, propositions. je te Ouais. ferai un petit retour, OK? Alors, J'ai déjà quelques cabinets. ce qui était très net, parce qu'au niveau des programmes, que ce soit des plénières ou des ateliers, il y a eu beaucoup d'interventions et de démonstrations sur l'IA. Donc, ça, je dirais, ça rentre dans les têtes et les gens qui sont venus, bah, ils n'ont pas pu passer à travers. Donc, ça veut dire qu'au moins un tiers de cabinets, si tant est qu'ils ne soient pas déjà dans la logique de l'IA, on a entendu parler, l'a vu en pratique, a vu des choses assez marrantes avec des avatars, avec des cas d'usage, avec plein de choses. Il y avait des gens avec qui on travaille, comme Vincent Lacombe ou d'autres qui ont fait des interventions. Très Euh, intéressant. Mais d'ailleurs, pareil, Stéphane, malgré tout, on se rend compte on se rend compte et j'ai vu aussi des posts passer sur le sujet de jeunes qui se disent, bah, moi, ces ateliers-là m'ont intéressé, mais finalement, je suis déjà dedans. Et quand on voit les réactions de confrères qui étaient là ou de consoeurs, on est un peu étonné que... Parce qu'en fait, les sujets IA qui ont été abordés restent des sujets, j'allais dire, presque basiques. C'est pas du tout péjoratif, mais il faut oui, bien oui, commencer par un commencement. bien sûr. Effectivement, les notions de prompt, de data, de l'IA, etc. Mm. Et voyez, ceux qui ont pris ce fameux tournant sont un peu, j'allais dire, étonnés de voir que finalement, c'est pas tant rentré que ça encore. Ça arrive, mais ça arrive encore un peu en retard, quoi. En tout cas Oui, pour oui, certains. mais c'est le constat qu'on avait déjà fait, et, dont j'ai parlé dans d'autres webinaires, c'est que avant ce congrès, il y avait encore 80% des experts comptables qui n'avaient pas mis un pied dedans. Ils en avaient entendu parler, mais ils n'avaient pas mis un pied dedans. Bon, là, ils vont peut-être mettre un peu plus un pied dedans et prendre un abonnement à une IA générative, j'y arrivais,
que ce soit ChatGPT, Claude, d'Anthropics ou Perplexity ou encore d'autres, Copilot, Gamma, etc. Mais le problème aussi, c'est que oui, il faut passer par là. Oui, il faut apprendre à taper des prompts et comprendre la logique de l'IA pour avoir de bons résultats. Donc, c'est le point de passage obligatoire. C'est un peu le permis de conduire et de base pour savoir conduire une petite voiture qui roule pas trop vite. Mais ça ne fera pas des différences colossales dans un cabinet. Donc, c'est là où je dis que déjà, à mon sens, la profession a mis 2 ans pour en arriver là, et je dirais seulement là. Mais en plus, dans l'opérationnel du cabinet, où il faut former, enfin sensibiliser, former les collaborateurs, les équiper, avoir une stratégie autour des data et autour de l'IA. Et puis après, si possible, plutôt après, mais ça, généralement, c'est difficile, après, aller voir les outils et ensuite implémenter et machin. Là, je pense qu'on a encore beaucoup de retard et bon, là, il reste quelques mois avant la période fiscale, mais il ne va pas se faire toujours des choses très conséquentes dans ces périodes-là. Les gens vont bricoler un petit peu, vont, entre guillemets, jouer, mais jouer sérieusement. Et puis, ce sera voilà, la première acculturation. Mais il faudra attendre encore 1 an quasiment, donc la rentrée de 2025, pour que vraiment, je pense que là, les cabinets s'y mettent sérieusement, solidement, justement, pour obtenir les gains qu'apporte l'IA, la valeur ajoutée qu'apporte l'IA. Et voilà, ça aura fait 3 ans depuis le début de l'IA. D'accord? Donc, bon, ça me semble quand même pas très, très rapide. Et par contre, ça c'est mon avis, hein, et c'est peut-être mon côté le fait voilà, de taper un peu sur la table ou de dire attention quand même, c'est pas si facile que ça. Enfin, en tout cas, je suis jamais dans le discours où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, la vie est rose et les bisounours sont arrivés. Je pense quand même que ces pertes de marge qui vont affecter encore les cabinets en plus des autres problématiques, donc pénurie de collab et puis problématiques techniques, factures électroniques, IA, Eh ben, etc. c'est tous ces sujets-là qui ont été abordés d'ailleurs sur les ateliers, hein. Tout à fait. C'est les missions traditionnelles, comment amener une période fiscale plus sereine, aider leurs clients à piloter les entreprises et vous transformer en conseil, le full service, l'IA, la data, la facture électronique. Enfin, Mm. vraiment, là, pareil, on a un truc qui te tient à cœur aussi, Stéphane, c'est aller d'expert comptable à commandant de bord, piloter les projets, piloter la Mm, transfo dans le mm, cabinet. Tout ça, c'est des sujets. Les méthodes et outils pour accélérer la performance, c'est vraiment tous les sujets, pour ceux qui n'étaient pas là, qui mm. ont Ouais. été abordés durant tous ces ateliers. Et alors, c'est vrai que là où, et moi j'en parle depuis presque 2 ans maintenant, ou en tout cas dans les webinaires depuis bientôt 1 an, c'est que je pense que l'IA peut être un fil rouge, parce que l'IA peut servir tous ces sujets-là finalement. L'IA est un sujet à part entière, mais c'est un sujet qui est transversal à tous les autres. Et c'est vrai que ce soit pour de la production, pour de la gestion de ressources humaines, pour du marketing, pour plein de choses, l'IA devient essentielle et apporte de quoi, comme je le dis dans mon emailing de ce matin, casser des plafonds de verre. Parce que justement, les cabinets, tant qu'ils sont coincés par les bras, tant qu'ils vont être encore plus coincés par les moyens, là je parle de moyens financiers, comment est-ce qu'ils vont faire pour affronter tous ces sujets-là? Et malgré tout, la facture électronique arrivant d'ici les 2-3 ans maximum, 2-3 ans, ça passe vite, hein. 2-3 ans, surtout quand on n'a que 5 mois par an pour vraiment avancer des choses un peu solidement. Donc, c'est très peu de temps en réalité. Et si on se dit qu'il y a 50% de chiffre d'affaires qui progressivement sera mis en danger, en tout cas, et sera toujours du travail, mais très robotisé et de moins en moins d'honoraires, il va falloir quand même bouger dès maintenant pour anticiper qu'il faudra remplacer ces 50%. Donc c'est là où je pense que, en termes d'anticipation, je crois que les cabinets vont devoir accélérer. Et j'ai pas encore la sensation qu'il y ait cette notion d'urgence dans la tête des uns ou des autres, parce que tout le monde a du boulot, tout le monde a des clients, tout le monde a de quoi s'occuper, mais pas forcément pour implémenter déjà le changement et justement construire par-dessus ce que l'IA peut apporter. Donc, il me semble que là, il faut vraiment mettre un coup d'accélérateur. Alors, moi, j'ai voulu évoquer 3 solutions, hein, pour reconstituer des marges, je dirais, pour lutter contre l'effet Silet, si on peut l'appeler comme ça maintenant. Euh, je pense qu'il y a plusieurs phénomènes.
Je vais surtout parler d'augmentation du chiffre d'affaires. J'en citerai d'autres plus tard, dans un autre webinaire. Je vais parler de trois solutions essentiellement. La première, c'est augmenter son chiffre d'affaires sans travail. Ça fait longtemps que j'ai inventé la méthode, je vais y revenir. Ça permet de facturer à l'optimum dans un cabinet et de gagner pas mal de points de chiffre d'affaires et donc de marge nette pour le coup. La deuxième chose, c'est de faire l'augmentation de chiffre d'affaires avec le moins de travail possible. Et tout ce dont on parle autour de Pilot Guard et d'autres capacités de l'IA, c'est vendre et produire des tableaux de bord de toutes sortes, mettre en place du pilotage de gestion, mettre en place peut-être d'autres services ou d'autres conseils. En tout cas, je pense qu'on peut faire ça grâce à l'IA en y passant plutôt quelques minutes que quelques heures. Et donc là, ça peut être très précieux. Et puis, l'autre axe, c'est dans l'autre sens, c'est diminuer ses charges, puisque ben, à la fois on augmente le chiffre et on diminue les charges pour retrouver de la marge au milieu. Et comme vous y attendez, peut-être que c'est le fait de réduire volontairement ou pas d'ailleurs sa masse salariale. Et quand je dis involontairement, ça peut être parce qu'on a perdu des gens et qu'on ne les a pas forcément retrouvés ou qu'on se dit je ne vais peut-être pas les rechercher et j'ai robotisé au maximum. Et à ce moment-là, on sait qu'il y a des actions sur la collecte de data ou de documents, sur la veille d'informations, sur les appels clients, sur l'automatisation de process de production, etc., etc. Et là, l'IA, c'est extrêmement bien faire. Je citerai tout à l'heure un partenaire qui est une société qui est basée à Montpellier, qui fabrique des automatisations assez costauds pour les cabinets. Voilà, bon, je ne le prends pas pour un concurrent parce que c'est des gens qui font un boulot qui est sérieux, qui est solide. Mais je pense que là, il va falloir vraiment rechercher des choses ici parce que la piste trouver des collaborateurs, elle devient ou elle reste très compliquée, quoi. Alors, si on prend la première voie sans travail, ben, facturation, l'exceptionnel est souvent très mal facturé aujourd'hui parce qu'il est mal identifié et surtout parce qu'il n'est pas facturé au cul du camion et automatiquement. Donc là, il y a moyen de le faire. Le deuxième point, c'est qu'on peut, sur les missions récurrentes, constater des surtemps du fait du client et donc les facturer en complément automatiquement. Il faut que ce soit prévu quand même dans la lettre de mission. Et puis, on peut aussi mettre des frais. Alors, à une époque, il y a très longtemps, ça s'appelait des frais de chancellerie ou des frais de dossier. Plus récemment, on a mis frais de démat, mais ça peut être frais liés à la facture électronique, frais liés à ce que vous voulez. En tout cas, on se rend compte qu'on peut encore arriver, même aujourd'hui, à créer ces petits frais-là, qui à coût de 10, 20, 30 euros, finissent par faire des montants quand même assez intéressants sur l'ensemble d'un cabinet. Et il y a des cabinets qui facturent encore entre 3 et jusqu'à 10% de frais, en plus de leurs honoraires. Et donc ça, tout ça, ces voies-là, on peut les mettre au point. Elles sont décrites, alors je ne vais pas les décrire là dans cette session, mais en tout cas, leur effet peut être spectaculaire. C'est-à-dire que si on fait un vrai travail sérieux là-dessus, et qui d'ailleurs on remet à jour aussi ces honoraires, et notamment l'exceptionnel qu'on va détailler beaucoup plus, et si on les augmente un petit peu, même marginalement, mais ces petites augmentations font les petits ruisseaux, font les grosses rivières, comme on dit, à la sortie, on peut avoir au minimum plus 5 de chiffre d'affaires, donc c'est vraiment de la marge nette. Et pour des cabinets qui ont très mal travaillé ce sujet-là, on peut arriver jusqu'à 10-15% de chiffre d'affaires en plus, ce qui est colossal. Moi, j'ai fait ça pendant presque 15 ans, hein, au sein de RCA d'abord et de RCA Consulting ensuite. On gagnait beaucoup de facturation et donc de marge nette, parce que finalement, c'était à travail égal. Voilà. Alors, c'est décrit dans ce bouquin-là que j'avais écrit il y a une bonne douzaine d'années. J'ai mis le lien pour le télécharger en version PDF gratuite et complète, hein, parce qu'il était en vente, il est toujours d'ailleurs en vente sur Amazon, mais bon, je vous en fais bien évidemment cadeau. Cliquez là-dessus et il y a 300 pages de conseils là-dedans, ils n'ont pas trop vieilli. Alors peut-être les exemples ont vieilli parce que là, voilà, les temps ont changé, puis il y a d'autres sujets à facturer maintenant, mais sur le fondement de la méthode, ça n'a pas changé et je pense que vous pouvez toujours en faire votre profit. On en a distribué quelques-uns d'ailleurs aux gens qui sont venus nous voir sur le stand à Marseille. Tu as une réaction qui dit que, par exemple, l'augmentation, si là, et on en parlait au début,
Sans valeur perçue par le client, c'est comment on rajoute ça du coup, comment rajouter des frais à ça? C'est compliqué. Ben, moi, je pense que, alors, pendant longtemps, dans les missions que j'ai effectuées, on a surtout pratiqué des augmentations sur l'exceptionnel, pas forcément sur le récurrent. Sur le récurrent, on était plutôt à identifier du surtemps passé qui allait au-delà du budget qu'on avait prévu. Et donc, ça veut dire que quand le client n'est pas efficace, qu'il est désordonné, qu'il est voilà, qui met le vrac pour le collaborateur, qu'on lui facture un peu plus parce qu'il nous fait perdre du temps, c'est pas incohérent. Donc ça, si c'est dans la lettre de mission, ça va être logique pour le client. Les frais, bah, c'est justifié par le fait qu'on voilà, on dit, monsieur le client, on a des frais importants sur l'informatisation, la dématérialisation, la belle plateforme qu'on vous a mis à disposition, etc. Donc, ce n'est pas illogique de mettre des petits frais qui couvrent ça. C'est peut-être mieux que des lignes informatiques dans l'absolu, mais par contre, pour la paye, puisque là, la question porte sur la paye, à un moment donné, et ça vaut pour également la data comptable ou d'autres types de data, moi je pense qu'il va falloir donner un plus au client, peut-être, hein, pour justifier le fait que ben, vous êtes augmenté sur l'outil de technologie qui vous produit les bulletins. Et ça fait partie des intentions qu'on a, je vais les rappeler tout à l'heure, c'est que au-delà des tableaux de bord qui pour l'instant sont comptables, hein, comptables et financiers, on va dire, produits par Pilot Guard, on va mettre d'ici la fin de l'année un tableau de bord social. Bon, alors est-ce qu'on mixera les deux ou pas? On va voir parce qu'il y a les deux options possibles. On peut dire, allez, je mets une belle diapo, enfin un onglet de plus avec quelques indicateurs sur l'aspect social de l'entreprise et je mets que ça et je la glisse au milieu du tableau de bord actuel, ou alors je fais un tableau de bord social identifié, peut-être pour des clients plus importants, tout comme je vais faire un tableau de bord périodique pour des clients plus importants. Mais je pense que le jeu, c'est de donner un peu plus, et là encore une fois, l'IA peut vous aider, c'est-à-dire que vous allez donner plus aux clients, et donc ça peut justifier une facturation plus importante. Mais il y a un deal quelque part, je dirais, pour que le client, ben, ok, il paye un peu plus, mais il a un peu plus aussi. Voilà. Si c'est juste payer un peu plus, bon, après, vous pouvez toujours dire il y a l'inflation, mais là, l'inflation, on a l'impression qu'elle a un peu diminué, sauf si les Bah, stats à qu'on fois met. 3, c'est compliqué là pour le coup. Voilà. Oui, oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je pense que les cabinets, dans un premier temps, vont devoir s'engloutir la perte de marge sans pouvoir réagir. Bon, début d'année, c'est toujours le moment aussi où on peut produire, c'est comme les banques, hein, produire les nouveaux tarifs en disant, voilà, 2025, il y aura une évolution, etc. On peut toujours peut-être parler de hausse à 5 points, mais effectivement, un triplement ou un quintuplement le moment venu, c'est quasiment, c'est impossible, quoi. Alors, ce n'est pas sur le prix du bulletin, c'est sur le prix de revient, le coût de revient de l'outil Silae, mais ça fait un sérieux squeeze de la marge qui est au milieu, quoi, clairement. Je pense que là, à un moment donné, il faudra peut-être aussi en parler avec les clients, hein, leur dire, écoutez, nous, voilà, nos prestataires dominants, aujourd'hui, ils ont énormément augmenté les tarifs. C'est dans l'air du temps, et malheureusement aussi en ce moment, que tout augmente, hein. C'est comme l'électricité, le gaz et je ne sais quoi. Donc, il n'y a pas trop le choix, quoi. Il va falloir. Alors moi, je sais que Il y sur a un les. retour là aussi pour info. Les tableaux de bord devaient être mis à dispo là après le congrès. Il est clôturé. Ce matin, les tableaux de bord n'étaient pas dispo. Ça veut dire quoi, les tableaux de bord? Sur la solution, sur quoi? Sur, sur Pilot Sur Pilot Guard? Guard? Si, ils sont en place, hein. Il y en a qu'un qui n'est pas en place et je vais en reparler. Je vais répondre à la question. Bon, Ok. je finis là-dessus. Donc, réellement, il ne faut pas avoir peur de le faire. Moi souvent, quand j'ai identifié notamment, on a micro-codifié toutes les tâches exceptionnelles d'un cabinet. On en a fait des petites prestations, vendu 20 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, etc. Le client, il a plus vite fait de payer quelque chose dit exceptionnel, qui est hors de la mission récurrente, hors de la lettre de mission, on va dire, que effectivement, il est moins enclin à accepter des hausses significatives sur sur les honoraires récurrents du cabinet, qu'ils soient forfaitaires ou forfaitaires plus régularisation. Donc, lisez le bouquin.
Ça va vous donner plein de pistes de modification de votre système. Ça peut se mettre en place en un mois. C'est une décision unilatérale que vous pouvez mettre en œuvre. Et puis le client, un jour, quand vous envoyez la prochaine facturation, il découvre qu'il y a un truc qui a changé. Généralement, on me demande souvent, mais il faut l'annoncer au client avant de le faire. Moi, je dis non, n'annoncez rien au client, parce que là, vous allez vous mettre dans les ennuis, hein. Si vous lui demandez la permission, et à l'évidence, il va vous dire non. Donc, vous ne demandez pas la permission, vous dites c'est comme ça. Voilà, c'est une nouvelle condition pour l'année 2025, et puis vous y allez. Mais encore une fois, vous n'allez pas tripler les coûts du bulletin parce qu'on vous a triplé le prix de revient de l'outil qui les fabrique, quoi. Il y a il y a Philippe qui nous fait la réflexion que du coup, s'ils agissent comme ça, eux-mêmes, finalement, agiraient comme un SILA. Voilà. Donc, l'idée là, c'est qu'on propose de faire un peu comme eux. Non, non, mais encore une fois, si vous avez des bulletins à 25 euros, vous n'allez pas les faire à 75 euros le coup d'après, quoi. Hein, mais si vous passez de 25 à 28 ou à 32, bon, ça peut sembler quand même encore assez raisonnable. Je pense qu'aujourd'hui, les cabinets, il me semble que s'il a facturé peut-être 2 euros le bulletin ou un truc comme ça, ou peut-être 2, 3 euros, si vous passez demain à 9 euros, bah, il faudra que votre marge elle augmente un peu parce qu'il faut absorber les frais de personnel et les frais de structure. Donc, à vous de faire vos calculs, hein. Je ne vais pas vous apprendre à faire des calculs parce que vous êtes bien meilleur que moi là-dessus. Mais à un moment donné, vous allez quand même devoir pratiquer une hausse. Vous êtes obligé, sinon ça devient une activité non rentable. Si vous ne voulez pas perdre le marché, qui était un marché qui commençait à représenter jusqu'à 20-25% du chiffre d'affaires du cabinet, avec en principe une assez bonne rentabilité, et encore plus avec l'exceptionnel, le social ponctuel, je pense que ce pan-là, il ne faut pas le perdre parce que ça a été ces dernières années l'un des meilleurs et l'un des plus rentables du cabinet quand même, hein. On a vu que le CAC se cassait un peu la figure. Déjà, il disparaissait et ensuite, les prix de vente horaire ont été comprimés très fortement. La compta, ben, on a la piste aussi de la perte de la tenue qui se profile et donc c'est pas à la hausse non plus. Donc le social, ça restait quand même quelque chose de très rentable pour les cabinets. Donc il Là, faut quand Philippe même nous dit le passer un bulletin contacter à un peu. 32, c'est hors de prix pour eux, c'est compliqué, quoi, par exemple. Ouais, je sais, mais quand ils vont aller chez les autres, ils risquent d'avoir pareil, hein. Si 80% de vos confrères comme vous sont obligés d'augmenter, et je pense qu'ils le seront, ou alors si vous voulez travailler à prix coûtant, comme on dit dans la grande distribution, voire à perte, bah, je ne sais pas si ça vaut le coup encore de travailler là-dessus, quoi. Mais on sait aussi que la paye, c'est un facteur de fidélisation, c'est aussi un facteur de problème, hein, parce que dans le social, il y a beaucoup de. C'est là où les cabinets se font un peu choper quand il y a des erreurs, évidemment. Mais je pense qu'à mon avis, il faut préserver ce pan d'activité. Il faut remettre à jour raisonnablement. Et puis, il faut expliquer que ça sera le cas chez tout le monde. Donc, le client, bah, s'il dit OK, je vous quitte vous, mais chez les autres, ils vont faire le même coup parce qu'ils sont obligés, bah, à un moment donné, il va se dire non, bah, je ne bouge pas, hein, finalement. Donc, il ne faut pas se faire peur non plus, hein, mais il va falloir gérer cette période et ça ne sera pas forcément que simple pour tout le monde d'ailleurs. Et tu vois, Peut-être c'est pas. il y a des réactions de Philippe et Benoît. Mm. Que Philippe nous dit, bah, c'est bien pour ça que notre profession va disparaître. Benoît nous dit, bah, c'est quand la fin du coup de la compta? Et Philippe nous répond effectivement que certainement, il va falloir revenir aux fondamentaux qui sont le conseil. Ouais, non, mais c'est certain. C'est pour ça que quand on voit le commissariat aux comptes, la compta, le social, bon, le juridique, ça vit sa petite vie, mais c'est souvent 5-6% du chiffre d'affaires d'un cabinet en moyenne. Donc c'est une petite part quand même de l'histoire. Bon, qui n'était pas trop mal vendu, hein, d'ailleurs, mais c'est une petite part du chiffre d'affaires. Mais quand on voit que les trois grands métiers sont attaqués successivement, ben oui, effectivement, il va falloir aller vite. Et c'est pour ça aussi hein, on est à fond dans l'IA, mais surtout à fond dans l'IA pour valoriser la data et faire du chiffre d'affaires. On en parle tout de suite après, parce que c'est important, quoi, hein. C'est important. Donc, c'est là où je dis, il ne faut pas attendre, parce que mettre en place un nouveau service, des nouvelles missions, voire même une nouvelle filiale pour vendre plus facilement ce conseil-là ou ces services-là, c'est pas un truc qui se fait en 3 mois, quoi. Voilà. Donc, c'est là où je dis, il faut quand même se dépêcher un peu. Alors, l'autre volet, c'était de dire augmenter son chiffre d'affaires avec le moins de travail possible.
hein. Quand on parle de tableau de bord périodique, prédictif, alors évidemment annuel, mais souvent le tableau de bord annuel, c'est un peu l'équivalent du bilan imagé un peu plus moderne, un peu plus automatisé, avec les commentaires, avec la vidéo, donc modernisé aussi. Mais souvent, c'est donné dans le cadre de la mission, quoi. C'est pas vendu ou très rarement, hein. Je crois que j'ai pas beaucoup d'exemples de gens qui vendaient à l'époque le bilan imagé. Donc c'est souvent livré dans le forfait, quoi. Par contre, un tableau de bord périodique avec un budget prévisionnel, le suivi périodique, peut-être un rendez-vous tous les X temps, X mois, etc., et du conseil qui peut sortir derrière, ça peut devenir intéressant. Je vais vous montrer, on a montré à Marseille une maquette dans Power BI qui va s'intégrer progressivement dans Pilot Guard d'un tableau de bord prédictif, hein, qui s'alimente avec l'IA de méthodes statistiques, de régression linéaire, etc., pour prévoir les évolutions de courbes sur les mois qui suivent, hein, par rapport au réel. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. En tout cas, ces tableaux de bord-là, sur le marché de la TPE-PME, je vais aller jusqu'à la PME, ça peut aller de 100 euros par mois à 1000 euros par mois. Avec, je dirais, pour les cabinets, à mon avis, il sera assez facile d'être entre 100 et 300 euros par mois. Au-delà, ça commence à devenir plus compliqué parce que dès que vous rentrez à 400, 500 euros, je vais vous donner des exemples à suivre, vous rentrez déjà dans un suivi qui est plus le travail d'un DAF externalisé, qui passe quand même du temps, qui fait des indicateurs personnalisés, qui utilise un gros outil et qui passe du temps et qui passe du temps après avec le client et peut-être même tous les mois avec le client. Et ça, je ne suis pas sûr quand même que les cabinets aient le temps, et l'expert comptable encore moins, de faire ça. Mais entre 100 et 200, 300 euros avec quelque chose qui a de la gueule, qui est quand même personnalisé, ou en tout cas qui est très complet, comme on a fait pour le tableau de bord périodique, plus la partie prédictive, ça peut se vendre tout à fait entre 100 et 300 euros sans aucun problème. Et là, rien qu'à 100 euros, ça fait 1200 euros par an. 1200 euros, c'est la moitié des honoraires actuels d'un dossier moyen. Un dossier moyen, aujourd'hui, en France, il est à 2005 à peu près. Donc 1200, c'est la moitié. Donc voilà, on a gagné 50%. Alors, pas sur tous les clients, encore une fois, vous allez me dire, mais oui, vous aurez raison. Mais déjà, sur 10-20% de clients, je pense que là, il y a un travail à faire pour, je dirais, délivrer ce genre d'outils, ce genre de mission aux clients. Ça nécessite de faire un peu de travail commercial, certainement, de marketing, etc. Mais à mon avis, ça vaut le coup. Alors, ce qu'on va faire, parce que ça va vous aider. Je l'avais déjà peut-être annoncé la dernière fois, mais je le redis. On va créer une sorte de kit mission pour le tableau de bord périodique. Et il y aura peut-être un autre kit mission pour le tableau de bord prédictif. Bon, peut-être les deux, un jour ou l'autre, vont se rejoindre dans un même outil, hein, quelque part. Mais le tableau de bord périodique s'alimente d'un budget qu'on peut créer, ou en tout cas se faire aider à créer grâce à Pilot Guard. On réintègre ce budget dans l'outil, puisqu'on le fait, vous verrez, dans une feuille Excel. Et ensuite, on peut fabriquer automatiquement les 12, par exemple, si c'est tous les mois, les 12 versions du tableau de bord périodique, là, complètement en presse-bouton, avec à chaque fois l'alimentation du réel via un FEC qui, jusqu'à présent, était en drag and drop, hein, et qui maintenant va passer par des API de plus en plus. Donc là, on est aussi en cours de développement des API. Donc ça va vous aider. Pour la petite histoire aussi, autre information, c'est que dès la semaine prochaine et encore la semaine d'après, pour tous les abonnés qui sont venus au congrès, qui ont signé ou qui avaient déjà signé il y a quelques jours, quelques semaines depuis la rentrée, on organise des formations gratuites, hein, qui sont placées les 24 et les 31 octobre. Donc, je crois que ce sont 2 jeudis, de 9h à 10h. Hein, 1 heure, on a fait le tour de l'outil, hein, c'est bien. Et ça permettra de faire des échanges, de discuter un peu, etc., de montrer un peu les évolutions techniques. Je vais quand même vous montrer aujourd'hui des choses, mais voilà. Donc là, si vous êtes abonné, notez bien ces dates, 9h. Je vais vous envoyer des liens à suivre. Si vous ne l'êtes pas encore et si vous dites, bon, allez, je prends le train et c'est maintenant quand même qu'il faut y aller, notez ça aussi, mais il faudra que vous soyez d'abord abonné. Alors, voilà les 3 versions qui existent. Donc déjà, les 2 versions qui sont déjà dans l'outil, un tableau de bord annuel et tableau de bord périodique. Et il y a une 3e version qui est le tableau de bord prédictif, que je vais vous montrer pour ceux qui n'étaient pas à Marseille. Je vais vous le montrer un petit instant là, dans quelques minutes. Alors, justement, puisqu'on parle des prix, j'ai fait une petite recherche sur ChatGPT. D'ailleurs,
tout à fait sérieuse au niveau de la réponse, parce que c'est exactement ce que je pensais. Moi, j'ai la chance aussi de travailler sur la partie trésorerie pour le compte d'entreprise et pour le compte de DAF externalisé, donc c'est un peu mon autre activité. Et effectivement, les tarifs qu'il m'a renvoyés sont tout à fait cohérents avec ce que je connais. Donc en fait, quand on met en place une solution de tableau de bord un peu standardisé, un peu automatisé, hein, souvent il y a un coût de mise en place. Donc là, ils disent 500 à 2000 euros, c'est crédible. Et ensuite, il y a un abonnement mensuel pour réaliser le suivi. Donc on réinjecte, donc on est parti d'un budget, on fabrique une prévision, et puis après, au mois le mois, on injecte un FEC provisoire arrêté à fin de mois et on calcule les écarts, etc. Et le prédictif, il va même calculer la fin de l'année en termes de courbe prévisionnelle. Voilà. Entre 100 et 500 euros, bon, je dirais que pour démarrer, 500 euros, c'est déjà plutôt pour un client PME avec qui vous allez passer peut-être soit un peu de temps tous les mois, soit un bon rendez-vous tous les trimestres, par exemple. Mais pour des TPE, être à 100 euros, entre 100 et 200 euros, c'est tout à fait jouable. Même jusqu'à 300 euros, c'est tout à fait jouable. Voilà. Donc ces tarifs-là sont tout à fait dans le coup. Et maintenant, pour une solution plus personnalisée, qui peut passer par des feuilles Excel, souvent comme font des consultants, ou des Google Sheets, ou du Power BI, et ça, c'est ce que nous, on route. Donc ça vous évite d'avoir à gérer la techno compliquée de captation des sources de données, des traitements intermédiaires, tout ça, des paramétrages, tout ça on le fait pour vous, hein, et l'IA est intégré dedans. Par contre, on vous permet de jouer le beau rôle qui est le rôle de la data visualisation, du commentaire, etc., du rendez-vous en dynamique où vous êtes dans le tableau de bord et vous faites bouger pour expliquer un peu les choses aux clients. Là, on est sur un coût de mise en place un peu plus important. Alors peut-être plus près de 2000 que de 10 000 euros, et surtout si on est sur des TPE. Par contre, on est sur des suivis et de la maintenance un peu mensuelle, qui est plutôt, je dirais, sans aller jusqu'à 1000 euros, mais entre 200 et 500 euros sans aucun problème, hein. Et là, c'est tout à fait les prix du marché qu'on a aujourd'hui, notamment chez des DAF externalisés qui ont ce genre de clientèle. Bon, puis vous connaissez tous des gens comme Rivalis ou, je sais pas, Small Business Act, ou, etc. Rivalis, Voilà, c'est qui, 500 euros par mois. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais bon, mais ils ont quand même beaucoup de présence chez les clients, ils vont Un, chez eux, un etc. rendez-vous d'une heure par mois. Voilà, mais souvent ils J'en sont sur parlais place, au congrès, je donc sais. voilà, il y a du temps de déplacement, il y a des frais de déplacement. Là, on peut imaginer que le tableau de bord il soit géré et le rendez-vous soit géré en visioconférence. C'est beaucoup plus simple, plus économe de temps et de coûts. Donc, je pense on peut tout à fait faire ça à distance, hein. Effectivement, bah, la force de Rivali, c'est d'être locaux, avec des gens qui sont sur place, qui vont chez les clients, qui discutent avec, qui les rassurent, voilà. Et donc, ils cocoonent un peu les gens. Et effectivement, bah, les gens, ils payent un peu plus cher, quoi, du coup. Mais ça prouve que les clients sont prêts à payer ça, et 5000 euros, ça fait quand même 500 euros, pardon, ça fait 6000 euros par an. C'est plus du double du prix moyen d'un dossier de compta, enfin compta, même des fois compta paye, voire compta paye juridique, hein, quand même, hein. C'est plus du double, hein. Donc les gens ont besoin d'être coucounés. Moi, je le vois dans mon monde de la trésor, les clients sont prêts à mettre entre 100 et 500 euros rien que pour l'abonnement au logiciel. Mais parce que la trésor, ils ont compris que sans la trésor, c'était trop dangereux, la vie était trop dangereuse, quoi. Voilà. Donc, oubliez un peu vos références sur la compta, oubliez vos références sur quelque chose qui est obligatoire et qui est obligatoire du fait de l'État et de l'administration fiscale notamment, ou sociale. Là, on est sur des choses que veulent les clients, sur des choses qui les sensibilisent, sur des choses qui les réconfortent, qui leur permettent de dormir la nuit. Et là, en termes d'argumentaire, c'est pas du tout la mission comptable, quoi, ou c'est pas du tout la mission sociale. C'est de la mission, certes, à vendre, mais par contre, qui vaut beaucoup plus cher. Dans la tête des clients, elle vaut beaucoup plus cher, hein. C'est pas pour être péjoratif par rapport au métier traditionnel du cabinet, mais les clients aujourd'hui, ils veulent parler du futur, ils veulent parler des évolutions de leur trésorerie, de leur rémunération, de défiscalisation, de choses voilà, qui leur permettent de gagner de l'argent, d'être serein, de faire vivre la boîte et d'évoluer. Alors, diminuer ses charges, bah, je pense que
et 65% de la masse salariale, enfin des charges d'un cabinet, c'est la masse salariale, hein. Donc, effectivement, c'est quand même, je dis 60%, ça dépend des cabinets, hein, mais on va dire entre 50 et 70%, on est à peu près au milieu de ça. Moi, je pense que là, il faut vraiment se dire comment je peux mettre des robots un petit peu partout, pas dans un esprit de dire je vire tous les êtres humains, hein, parce que je ne crois pas que ce soit la bonne solution, et encore moins si demain vous voulez vendre du conseil, parce que si vous n'avez plus personne pour le faire, le conseil, ça va être un peu compliqué. Mais par contre, pour enlever aux gens les 20, 30%, 40% de tâches à faible valeur ajoutée qu'un robot qui coûte 1000 fois moins cher peut faire. Et quand je dis 1000 fois moins cher, je le pense vraiment, quoi, hein. C'est-à-dire qu'il y a les robots qui fonctionnent, qui sont routés par de l'IA, qui elle-même se payent sur des tokens. Les tokens, hein, c'est l'unité de compte de l'IA qui a des coûts en face. Et les tokens chez ChatGPT, chez OpenAI, ça a passé son temps à diminuer. Plus il y a de gens qui utilisent l'IA, plus les tokens ont baissé, hein, c'est classique dans l'industrie. Et donc, ça devient intéressant de mettre des robots. Et voilà, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Julie. Bon, les prompts, c'est bien, c'est gentil. Il faut passer par là. C'est un peu le début du permis de conduire là, pour aller sur de l'IA. Mais après, il faut évoluer vers autre chose. Alors, je vous ai fait une copie d'écran. Donc, qu'est-ce que fait un robot? Bah, il peut collecter des datas, il peut passer des appels, il peut faire toutes sortes d'automatisation. J'en ai parlé assez longuement depuis des mois et des mois, hein. Ça peut être gérer votre boîte mail, ça peut être automatiser votre planning, ça peut être faire des tas de choses, puis ça peut être aider à produire de la production comptable ou production autre. Voilà. Et ces robots, alors j'ai fait une copie d'écran justement de la société Factory, hein, avec qui d'ailleurs on va sûrement coopérer parce qu'ils font des choses intéressantes. Euh, voilà tout ce qu'eux font au niveau de leur robotisation. Ils font tout ça. Et donc effectivement, bah, quand vous lisez tout ça, bah ouais, tout le monde fait tout ça dans le cabinet aujourd'hui. Sauf que c'est du temps humain dont vous manquez. Et en plus, comme vous en manquez, il coûte encore plus cher qu'avant. Donc Alors, à un moment donné, on a Guillaume qui nous dit, par contre, les robots qui passent des appels, c'est insupportable. Pour pourquoi l'instant, c'est c'est. pourquoi c'est insupportable? Si je creuse un peu auprès de Guillaume. J'attends, je te dirai quand j'ai une réponse. Lâchez-vous, Guillaume, dites-nous tout. Peut-être que c'est lié Ouais, c'est à la peut-être voix ou. alors, euh, là, on est sur des tests là, avec Mélissa, là, notre spécialiste des automatisations et des robots. On est en train de travailler justement sur le robot conversationnel. Ça Donc n'apporte aucune valeur au client et c'est intrusif. oui, mais je je suis pas d'accord avec vous, Guillaume. Là, c'est Guillaume, hein, qui a posé la Oui, question. oui. Ouais, alors, je vous réponds, Guillaume, hein, très sincèrement. Bon, on est là pour échanger, hein, vous avez le droit d'avoir votre avis. Moi, je vais vous dire mon avis maintenant là-dessus. Euh, ça apporte pas de valeur ajoutée, ben, je suis pas d'accord avec vous, parce que je vous donne allez, trois exemples. Premier exemple, on fait un tableau de bord périodique pour le client et on surveille quand même certains ratios et on se rend compte que les clients, ça fait 3 mois, dans les trois tableaux de bord mensuels successifs, qu'on se rend compte que sa marge diminue, ou que son chiffre d'affaires diminue, ou en tout cas qu'un ratio important diminue, ou que sa trésor se casse la figure. Bah, c'est pas idiot que le robot il ait détecté ça, qu'il ait pu alerter l'expert comptable et peut-être qu'il passe un appel au client pour dire bonjour monsieur le client, je suis Nicolas, alors le robot du cabinet ou un collaborateur du cabinet, peu importe, et on souhaiterait prendre rendez-vous, en tout cas monsieur l'expert comptable souhaite prendre rendez-vous avec vous pour discuter de la situation parce que c'est quand même, voilà, c'est un peu inquiétant quand même. Donc on va s'occuper de vous. Je ne crois pas que Alors, ça soit Guillaume nous à. dit, par exemple, il voit les plateformes de RGE, c'est de la pub qui est non ciblée. euh, et que Oui, pour lui, pour l'instant, ça manque de personnalisation et de contact humain de le faire comme ça. oui, oui, non, mais après, si on se fie à ce qu'on connaît déjà, qui n'est pas du tout ce qui va arriver, moi c'est pareil, si vous me parlez d'un répondeur qui me dit si vous voulez ça, tapez un, si vous voulez ça, tapez 2, etc., ça me gonfle parfaitement, donc ça je suis d'accord avec vous. Mais là, quand vous avez un robot qui a une voix parfaitement humaine, qui est
aussi intelligent qu'un collaborateur et qui même a dans la tête beaucoup plus d'informations que le collaborateur, qui sait réagir comme il faut, qui sait stocker et analyser les émotions de l'être humain, le client qu'il a en face, ça peut être demain un candidat, collaborateur ou un prospect, etc., etc. Vous n'imaginez pas le paquet de choses à la fois que vous obtenez comme data et le paquet de tâches que vous pouvez faire réaliser à ce robot. Et sincèrement, quand vous aurez vraiment vu le truc en action, et je voudrais que d'ici un mois et demi, on soit capable de montrer quelque chose de concluant, parce qu'on a déjà fait des démos avec des robots qui n'étaient pas géniaux encore, ni au niveau de la voix, ni au niveau du temps de latence, mais c'est en train de se régler, Oui, ce c'est les problème-là. débuts, là, c'est ce que dit Voilà. Guillaume. En fait, il dit que pour l'instant, c'est pas génial, que On est d'accord. on est encore un peu loin d'avoir des robots comme ça, mais Mais, effectivement, on en est mais au début. Mais on est d'accord, on est si d'accord. Mais moi, je vois le comme truc si à on terme. réfléchit à l'IA, enfin, heu, j'ai un peu cet avis aussi comme Guillaume, moi, on en a déjà discuté et en même temps, je suis assez d'accord avec toi aussi, mais quand on regarde juste en rétrospectivement, on parle de ChatGPT quand c'est sorti. On en disait tous quoi? Oui, mais non, mais bien Les sûr. LLM maintenant, Non, mais l'utilisation, de l'IA. Alors après les robots et encore une fois, les robots collaborateurs, je suis comme vous, il faut quand même ce côté humain, authentique et cetera. Mais l'idée, c'est pas tant de faire le rendez-vous avec le client, c'est plus de lui en proposer un et peut-être qu'on manque de ressources et de temps aujourd'hui pour prendre ces rendez-vous ou pour les proposer, de façon, réactive et non, mais proactive. c'est clair. L'objectif du robot, c'est pas de faire une conversation complète pendant une demi-heure avec le client. C'est juste qu'on va avoir un certain nombre de scénarios préprogrammés dans Pilot Guard qui vont avoir, qui vont lancer des tâches, les tâches du robot sur des objectifs très spécifiques, c'est-à-dire, exemple, prendre un rendez-vous avec le client, par exemple, bon, pour différentes raisons, et qui vont être déclenchés par certains phénomènes qu'on va analyser dans les datas, ou par un être humain, parce qu'un collaborateur qui aime plus téléphoner aujourd'hui, hein, dans la jeune génération, ils n'aiment plus téléphoner, ils ne téléphonent plus, je le répète à foison ce truc-là, mais c'est vrai, ils n'aiment plus téléphoner. Résultat, c'est qu'ils envoient des emails tout au long de la période fiscale, ils ne reçoivent pas les données qu'il leur faut, et vous, expert comptable, vous attendez les bilans. Et puis à la fin, c'est la pagaille, parce que là, il faut tout faire en 2 mois, et là, tout le monde est énervé, fatigué, stressé, tombe malade, machin, etc. Donc à un moment donné, la valeur ajoutée, c'est de dire aussi, bon, le fonctionnement humain aujourd'hui de nos gentils collaborateurs en chair et en os, ça va bien, mais le fait qu'ils soient plus capables ou qu'ils aient plus envie de téléphoner aux clients pour accélérer quelque chose, et à un moment donné, le téléphone, c'est extrêmement efficace pour faire avancer des choses, surtout une discussion, ça engage quand même le client en face. Ben, quand vous envoyez un email, ça engage personne. Et le client, il fait mine de ne pas l'avoir lu ou de l'avoir lu mais de ne pas avoir répondu, et ainsi de suite. Et vous êtes vous êtes dans la mouise à la fin de la période fiscale. Donc, sincèrement, hein, Guillaume, prenez du recul par rapport à ce que vous connaissez sur le passé. On va avoir des outils merveilleux pour faire ce genre de travail qui vont être en apparence quasiment intelligents, mais ce n'est pas qu'ils sont intelligents, c'est des machines, on s'en fout, mais ils auront toutes les datas en tête pour faire le meilleur travail possible. Et je pense que même à un moment donné, ils vont faire du meilleur travail qu'un être humain. Mais surtout, moi, là où je veux en venir, c'est qu'ils vont enlever de la pression aux humains pour que ces humains puissent faire du travail justement d'humain, intelligent, orienté client, à valeur ajoutée, etc., etc., pour la satisfaction du client. Donc, au contraire, les robots vont aider l'humain à être plus important après derrière. Aujourd'hui, l'humain, il est la tête sous l'eau, les collabs, les cadres, les experts comptables, donc vous êtes la tête sous l'eau tous pendant au moins 5 mois, voire 7 mois, et c'est insupportable, quoi. Donc, vraiment, n'ayez pas d'a priori. Ces robots, ils vont devenir extrêmement intéressants et surtout, ils vont être tellement réalistes, on va dire, et au niveau de la voix, et au niveau des temps de réponse, et au niveau que pendant la conversation, ils peuvent aller en plus consulter une data, revenir, donner une réponse au client et conclure un rendez-vous. Et ce rendez-vous, aller l'inscrire dans l'agenda de l'expert comptable, par exemple, c'est exceptionnel quand même. Donc, les robots, ils seront déclenchés par un phénomène data ou un phénomène humain qui demandera un appel du robot, par exemple. Ils seront ils auront un objectif très précis pour des conversations très courtes, très efficaces, très nombreuses, parce que des choses comme ça, il y en a des milliers qui se passent dans le cabinet à longueur de temps. Donc ça, tout ça, c'est du temps que les humains vont gagner pour faire des choses plus intéressantes. Et ça, pour moi, c'est une conviction profonde, c'est que l'IA
en vous libérant de ce temps-là, de ces tâches fastidieuses, etc., c'est ça qui va vous faire casser le plafond de verre, qui vous empêche aujourd'hui d'aller vers les services et les conseils. C'est qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas, quoi. Et moi, je connais Stéphane, la personnalité on type, a hein. la demande qu'on avance un petit peu pour aller voir les tableaux Allez, en réel parce qu'il y a des gens qui vont on, en réunion ensuite. on y va. Alors, rapidement, ça, c'est un sommaire. Allez le lire. Je vous ai mis le lien URL en dessous. C'est l'automatisation de la compta qui est décrite sur la plateforme. Alors, justement, en termes de roadmap, ce qu'on a fait, c'est ça pour le congrès, sauf le tableau de bord startup. Je vais montrer tout ça après. On a fait la création rapide du budget N+1 à partir du FEC N, et on fait passer ça dans Excel. On a sorti le tableau de bord périodique. On a développé les premières API, notamment Microsoft, et on est en train de développer Pennylane, et puis à suivre Time, ACD, Quadra, et puis les autres après, hein, qui vont venir, y compris Silae, y compris peut-être YEP ou des DSN. Donc ça, c'est quasiment tout fait, à part quelques API ici et le modèle startup. Et pour fin 2024, je l'avais déjà montré la dernière fois, mais je le remonte pour ceux qui n'étaient pas là. Voilà tout ce qui est prévu. Donc beaucoup de choses, tableau de bord social en plus, tableau de bord RSE, toute data qui peut être exploitée au sein du cabinet à valeur ajoutée pour le client, justement, pour pouvoir évoluer vers autre chose et vers du conseil. On va le mettre progressivement dans l'outil, ce qui fera quand même quelque chose de très différent des autres outils du marché. Quand on a des outils de prédiction, enfin de prévision, de tableau de bord, etc., ils sont essentiellement comptables et financiers, mais ils ne font pas le reste. Là, nous, on fera tout ce qui est possible de faire, toute data, on va en faire du tableau de bord, du commentaire, des vidéos, et surtout, avec le biais d'une base de données au cœur de l'outil qui sera une sorte de mini CRM, c'est ça qui va permettre de déclencher la dynamisation de la data et avec l'aide des robots, de pouvoir faire des choses auprès des clients. Et vous allez voir que ça va être un outil, une machine de guerre pour faire mieux avec vos clients. Alors, bon, ça, je vais changer d'écran maintenant. Je vais très vite aller dans l'outil. Hop, ici. Voilà, je pense que ça va être bon là. Voilà, donc là, on est On est dans sur Pilot Guard. Ouais. l'entrée de Pilote. Je vais simplement montrer ce qui a pu changer dernièrement, hein, voilà, pour pas reparler de tout. Donc, dans le paramétrage du cabinet, on a surtout des API vers des éditeurs d'outils, d'accord? On a des API vers l'outil de vidéo. Et on a la charte graphique qu'on peut paramétrer comme on veut. Et on aura de plus en plus des petits robots qui vont aller faire de la collecte, URSAF, Impôts.gouv ou d'autres qui vont arriver. Sur les signataires, bon, je vais avancer parce que là, il n'y a pas trop de choses nouvelles ici. Je vais passer aussi sur les modèles. On va aller voir tout de suite les tableaux de bord parce que c'est ça qui a quand même beaucoup évolué aujourd'hui. Et c'est ce que je vais vous montrer. Alors, j'ai changé d'écran. Julie, tu vas me dire si vous voyez toujours l'écran ou si vous l'avez perdu. Non, on le voit. On le voit. OK. Donc ici, on a la liste des clients donc, qui va être connectable par l'API ou qui pourra être importé. D'accord? Et donc, quand on va sur un client, alors je vais aller peut-être sur un client où il n'y a rien. Voilà, je sais pas, celui-là. Voilà, quand on rentre sur un client, il faut qu'on explique si on est en compta d'engagement ou de trésorerie, parce que ça aura un impact sur le tableau de bord et sur les commentaires. Est-ce qu'on le vous verra ou pas dans le rapport, hein, dans les commentaires gérés automatiquement, donc ça c'est important. Ensuite, ici, ça a beaucoup changé. Ici, on dit je veux un tableau de bord annuel et en plus je veux tel modèle et en plus je veux le rapport commenté. Et en plus, si j'ai le rapport commenté, je peux sortir la vidéo, puisque la vidéo est fabriquée par-dessus le rapport commenté. D'accord? Voilà, donc vous voyez, je fais mes choix ici. Si jamais je demande la vidéo, je peux même préciser l'avatar, parce que je peux avoir plusieurs avatars, donc des sortes de petites vidéos enregistrées par les experts comptables notamment, et si j'ai plusieurs associés, ben, j'aurai les avatars de tout le monde. Hein, et donc, voilà. Et puis, je peux aussi avoir le tableau de bord périodique, hop, petit sélecteur. Est-ce que je veux en plus le budget ou pas? Est-ce que je veux en plus le rapport d'analyse? D'ailleurs, on pourra rajouter la vidéo aussi. Bon, on sait que pour l'instant, les cabinets ne sont pas encore fans de la vidéo, donc ils ont encore un peu de mal à penser que
le robot IA va les animer pour parler et, voilà, et délivrer les commentaires que même l'IA a fabriqués. Donc, ça fait beaucoup d'étapes à passer. Donc, pour l'instant, les gens ont peu joué avec la vidéo, mais ça va venir parce que les clients adorent la vidéo. D'ailleurs, c'est ce qu'ils regardent le plus. Donc, c'est dommage de ne pas la mettre en œuvre. Et ici, vous avez des choix pour le client. Est-ce qu'on active le robot URSAF pour aller chercher les datas sur le site de l'URSSAF, hein, de façon à les récupérer et à les envoyer au client final. Donc, une fois qu'on a fait ce paramétrage-là, alors je vais enlever la vidéo parce que si je lance un truc, ça va pas le faire. Voilà. Après, ici, alors je vais supprimer, je vais passer juste un tout petit peu de temps à supprimer des choses et puis je vais essayer de les régénérer après. Voilà. Bon, peu importe, je vais laisser comme ça. On a deux façons d'aller chercher les datas. Soit on va les chercher en cliquant là et on va sur un disque dur, un serveur ou quoi que ce soit pour aller chercher les fichiers FEC, d'accord? Donc vous dites dans votre arborescence où ils se trouvent. Soit vous avez une passerelle avec un outil. Alors là, j'aurais pu dire peut-être pour le client, je vais revenir sur le client ici. Et je vais plutôt dire qu'il est hop, ici. Non, c'est moi qui fais une bêtise. Hop, ici, il faut que je change. C'est pas Penny Lane, on va dire MyUnisoft, parce que là, j'ai des choses à montrer. Voilà, je reviens dans mon client. Pardon de cette petite balade. Voilà, et quand je reviens sur le client ici, hop, voilà, importer FEC depuis MyUnisoft. Et là, vous voyez, il me présente tous les exercices qu'il a dans le ventre. Donc, je coche, je dis, bon, ben, 2025, évidemment, je ne l'ai pas, mais par contre, alors celui-là non plus, mais ces trois-là, je peux les remonter automatiquement. Je fais importer. Donc, évidemment, il m'importe ces trois exercices pour le client dont le SIRET est quelque part dans la fiche du client et il me les affiche ici. D'accord? Donc, ça, c'est nouveau. Avec les API, la remontée, elle est extrêmement rapide. Et puis, à la fin, ce qui est intéressant, alors je vais aller peut-être enregistrer les choses ici. Hop, voilà, je vais faire ça. Hop, je vais faire ça. Voilà, je n'ai pas enregistré tout à l'heure, donc il ne m'a pas gardé le... Voilà, ici, vous voyez, j'ai le lancement du tableau de bord annuel en modèle TPE, avec en plus le rapport commenté, et j'ai le tableau de bord périodique avec le budget prévisionnel et le rapport d'analyse. Alors là, comme je n'ai pas fait le budget, mais je vais revenir dessus, il me met un petit message en rouge en disant hey, oh, ouais, tu me demandes le budget prévisionnel, mais tu ne m'as pas fait le boulot. Donc pour faire le boulot, il faut revenir ici, il faut revenir sur les FEC, et à supposer que ça soit mon FEC le plus récent, peu importe, on ne va pas changer. J'ai un petit bouton ici qui s'appelle budget N+1, donc je clique dessus. Là, je mets mes hypothèses d'inflation, de rémunération du dirigeant, etc., de masse salariale, par exemple du cabinet. Je fais générer le budget. Là, il m'exporte automatiquement dans un petit fichier Excel que je vais vous ouvrir. Donc, je vais peut-être changer d'écran là pour vous le montrer. Hop. Voilà, il vous sort ça ici. Voilà, vous retrouvez ici vos paramètres. Ici, il a repris tous les comptes de classe 7 et tous les comptes de classe 6 du client. Les montants ici, 180 et 152, il me les a mis en dessous ici. Il m'a calculé les charges, il m'a lissé tout ça, il m'a lissé tous les postes de chiffre d'affaires et de charges automatiquement dans le tableau Excel. Il n'y a plus qu'à affiner pour quelques postes où il faut changer quelques informations parce qu'on sait qu'on va consommer plus de choses ou qu'on va faire plus ou moins de chiffre d'affaires. Donc là, vous modifiez un peu quelques chiffres. Quand vous avez fini ça, et ça va très vite, hein, parce que là, la structure est déjà faite, elle est conforme au FEC, il n'y a plus qu'à changer quelques lignes avec des chiffres un peu adaptés. Si jamais vous avez un ratio entre les ventes et les achats de certaines matières, ben, vous pouvez gérer entre les cellules des formules de calcul et les dupliquer sur toute la ligne après. Quand vous avez fini, vous enregistrez et vous sortez. Et donc, qu'est-ce qui se passe là? Je reviens rapidement dans l'outil. Hop, ici. Je me remets en affichage de... Voilà, ici. À partir de là, il me suffit simplement de récupérer, puisque j'ai exporté, je suis parti dans Excel, il faut donc que je remonte
le fameux fichier Excel que je vais retrouver quelque part ici. Attendez, je l'ai là. Voilà, par exemple, celui-ci. Voilà, je reprends le budget Excel dans la feuille Excel que j'ai stocké, enregistré, et je fais envoyer. Ça veut dire qu'il me remonte mon Excel retravaillé. Et là, maintenant, si je veux aller dans les livrables, voilà, là, j'ai plus le petit message rouge qui me disait, ouais, mais j'ai pas de budget, là, les amis, je peux pas le faire, quoi. Voilà. À partir de là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur les cases. Si je lance le tableau de bord annuel, voilà, il me dit, voilà, le 18-10 à 13h51, tableau de bord annuel du client du roi, c'est démarré, donc ça va mettre quelques minutes. Et pareil, si je veux lancer le tableau de bord périodique ici, pouf, pareil, il est en route. Voilà. Alors ça va mettre quelques minutes, donc je ne vais pas rester à les attendre ici, je vais aller vous montrer des tableaux de bord tels qu'ils existent maintenant. Voilà. Donc là, le système, maintenant, il y a non seulement un tableau de bord annuel, mais aussi le budget. Alors, c'est sur un an, hein, ce n'est pas un prévis sur 5 ans, hein, c'est sur un an, mais bon, 5 ans, vraiment, c'est la boule de cristal hein, maintenant. Hein. Donc, c'est sur un an, c'est dans Excel, donc c'est simple, tout le monde sait faire, c'est très rapide, et on le remonte, et après, c'est plus qu'un clic pour lancer les tableaux de bord périodiques. Et donc, il faudra simplement alimenter des FAQ régulièrement, ou aller les chercher par l'API, de façon à les avoir dans la version du mois ou du trimestre du tableau de bord périodique, quoi, le suivant. D'accord. Voilà, donc là maintenant, c'est hyper mécanisé tout ça. Et je vais vous montrer alors, des exemples de rapports là très vite. Je vais aller sur un client qui est déjà, je sais pas, disponible. Celui-là, par exemple. Voilà. Donc là, ici, ça n'a pas changé. Il y a toujours l'affichage du tableau de bord qu'on peut voir en visualisation en PDF ou en fichier Power BI. Et bientôt, on sera aussi sur une plateforme SaaS qui vous donnera toute la visu du tableau de bord complètement dynamique, mais sans que vous soyez dans Power BI. Ça vous évitera d'avoir les menus, les palettes dans les coins, des choses que vous n'aimez pas toucher. Ça vous donnera un truc complètement SaaS, complètement protégé. Vous aurez, en plus, vous n'allez pas délivrer le fichier Power BI au client. Si vous le tripotez et tout ça, ça peut vous casser des trucs. Donc là, vous aurez du SaaS. Donc je vous montre vite fait la forme que ça a aujourd'hui. Là, je ne sais pas si tu vois le tableau de bord, Julie, dis-moi. Si, c'est Non, bon? non, non, Ah, non, t'as rechangé d'écran. Et on voit que ton front là, du coup, maintenant. ouais, je- Là, ça y est, on voit voilà. le PowerPoint que Ouais. tu. Voilà, donc là, on est dans le PowerPoint. Donc, on a une page de garde donc, qui dit bien que c'est le tableau de bord annuel. On a les indicateurs. Donc là, on a tous les indicateurs du tableau de bord hein, intégralement. Et maintenant, je vous montre l'équivalent en rapport annuel commenté. Je ne sais pas si tu le vois. Si, je te dirai, Ok. t'inquiète pas. Voilà, donc on retrouve pareil, les indicateurs. Et par contre, on a en plus, là, dans le rapport, les commentaires automatiques. Bien sûr, il y a de fortes chances que dans les coins, il y ait des phrases qui vous plaisent pas, qui soient pas pertinentes, peut-être, bien qu'on ait fait quand même de gros efforts pour que ça soit très pertinent, pas trop descriptif, mais surtout interprétatif, avec des conseils à valeur ajoutée partout où on peut. Hein. Donc là, il y en a partout. Pour chaque slide, à chaque onglet, on va dire, du Power BI, il y a des commentaires. Donc là, on en a jusqu'au bout. Et à la fin, on a peut-être une photo d'expert comptable. Voilà, je sais pas. Voilà. Et si vous voulez aller dans le Power BI ou dans le rapport annuel, par exemple dans le rapport annuel, je vais l'ouvrir et vous allez voir qu'on va être en mode PowerPoint SaaS, on va dire. Voilà, là vous devez y être. Donc là, il y a la diapo sur laquelle on est. Mais si je me balade à gauche, j'ai les petites diapos. Et là, je peux tout changer là. Je peux taper quelque chose, changer une phrase, en enlever. Je peux copier une image, un graphique. Je peux copier ce que je veux. Quand je ferme les choses que j'ai modifiées, je n'ai même pas besoin d'enregistrer, il le fait tout seul et il vous remet le PDF à jour automatiquement. Donc ça, vous pouvez le modifier. Et dans le Power BI, vous pouvez dynamiquement, si vous maîtrisez un peu la data visualisation de Power BI, faire des tris, des filtres, changer d'année, changer de période, faire des zoomer dans les données. Vous pouvez absolument tout faire. Alors, je vais vous montrer, pour être juste à l'heure, le tableau de bord prédictif, puisque là, on s'approche des 14 heures, donc je vais respecter strictement votre temps disponible. Donc là, je vais changer d'écran. Voilà. Hop.
Voilà, le prédictif, le voilà. C'est bon, Julie? Voilà, donc là, on est Oui. vraiment, par contre, on est dans Power BI, hein. Là, j'ai vraiment ouvert un fichier Power BI, là, ici. Donc, c'est une maquette, hein, pour l'instant, mais ça va être assez proche de ça, ce qu'on va faire. Donc, il y aura toujours les menus en haut ou les onglets en bas qui auront le même nom, d'ailleurs. Là, par exemple, je suis sur l'onglet chiffre d'affaires. Donc là, vous voyez la courbe qui est en haut. Les premiers mois qui sont en violet, c'est les mois réels, on va dire, hein, écoulés. Et à partir de maintenant, donc, je sais pas, je suis au mois d'août, là, je crois, dans mon exemple. Après tout ça, les courbes en jaune et en pointillé sont les courbes qui sont calculées par le système prédictif à base d'IA. C'est-à-dire que l'IA, elle travaille sur les derniers mois, plus sur la saisonnalité des années précédentes. Et elle fait un calcul avec des calculs assez sophistiqués, notamment de régression linéaire, mais il y a encore d'autres choses. Elle vous propose l'évolution la plus prévisible possible. Évidemment, s'il y a une guerre ou s'il y a un truc majeur, ben, ce ne sera pas bon, hein. Mais de toute façon, ça ne serait pas bon non plus, un budget fait à la main, hein, dans ce cas-là. Mais elle vous donne vraiment la plus grosse précision possible par rapport à l'évolution. Et si, par exemple, le chiffre d'affaires baisse tendanciellement déjà de 5 points les X premiers mois de l'exercice, ben, les 5 points, on va les retrouver sûrement en baisse sur les mois suivants. Et si ces 5 points 7 points, 9 points et 11 points les 4 derniers mois, bah, elle va continuer peut-être une tendance à dire c'est en train de se casser la figure de plus en plus, donc on va augmenter la perte de chiffre d'affaires sur les mois d'après. Bon, il y aura des hypothèses. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé au congrès si on pouvait gérer des simulations, si on pouvait mettre des différentes hypothèses, etc. Bon, ce sont des choses qui viendront, mais sachez déjà, pour un chef d'entreprise, le fait d'avoir déjà un tableau de bord périodique qui s'appuie sur un budget et en plus qui est suivi à ce point-là et avec un marquage à la culotte statistique pour essayer d'évaluer au plus près, je dirais, la prévision des mois suivants, c'est extrêmement précieux, hein. Ça, plus pour moi un suivi de trésorerie, c'est le système de pilotage parfait pour une entreprise. Et ça vaut de l'argent. Ça, les gens, ils sont prêts à payer 300, 500 euros par mois facile pour avoir ça. Donc là, c'est vraiment une mission à vendre et je vous promets, dans le kit mission qu'on va vous fabriquer, vous aurez des choses qui vont vous aider à avoir des arguments face à vos clients. Parce que là, on sort du monde de la compta, on sort du monde de l'obligatoire, mais on donne vraiment de la valeur ajoutée, de la très forte valeur ajoutée aux clients ici. Donc là, on l'a sous forme de courbe et il y a un deuxième onglet là qu'on voit en bas ici qui permet de voir les informations sous forme chiffrée, quoi, sous forme de tableau. Donc là, on peut grossir, hein, aussi, évidemment, et on peut se balader dans les achats, dans les calculs de marge, etc. Donc là, quand on regarde avec la courbe, on voit que dynamiquement, ça se recalcule. Si j'appuie sur les bons boutons, voilà. Donc là, tout bouge comme ça, et les gens, ils ont toutes leurs stats, voilà. Enfin, pour un chef d'entreprise, c'est du bonheur, hein, quand même, là. Voilà, donc ça, c'est des choses, à mon avis, que vous n'avez jamais eues. Enfin, ça m'étonnerait que vous ayez déjà eu ça, parce que voilà, ça n'existait quasiment pas avant, ou alors il fallait aller sur des très gros outils très coûteux. Là, vous les avez dans le cadre de votre abonnement, donc je pense que ça vaut vraiment la peine. Et là, vous allez énormément rentabiliser votre abonnement de Pilot Guard avec des outils comme ça, sachant que les robots arrivent, je vous dis, dans un mois, 2 mois maximum, hein, parce que là, on commence à s'approcher d'une formule satisfaisante. Donc, dès qu'on pourra vous proposer un truc qui est vraiment bien, on vous le mettra en œuvre dans le logiciel. Voilà, je voulais juste finir, voilà, pour conclure, il me reste une minute, par une slide que j'avais préparée ici. Hop, on va mettre à l'écran. Hop, c'est ça. Voilà. Dites-vous que si vous voulez vous faire aider, il y a encore des subventions BPI, il y a encore des budgets à aller chercher chez vos OPCO, mais dépêchez-vous parce que je vous dis, 2025 et même 26, 27, il faut imaginer qu'on a quelques années qui vont être très râpées au niveau des budgets et donc des subventions. Là, il y en a encore un peu. Si vous voulez vraiment faire une mission, c'est maintenant. Si vous voulez faire un travail de fond solide, etc., c'est maintenant. Après, ça sera complètement à votre charge. Et là, ben, voilà, est-ce que vous le ferez ou pas, je ne sais pas. Mais là, on a des subventions jusqu'à 50%, et même plus à un moment donné. Mais là, on est à 50%. Et je pense que là, il faut vraiment foncer parce que, voilà. Mais là, ils ont déjà coupé des choses chez BPI. Déjà, ils ont viré la phase 4, qui était la plus grosse d'ailleurs.
et je pense qu'ils vont augmenter les conditions, des conditions beaucoup plus restrictives sur le chiffre d'affaires du cabinet, sur son effectif, sur plein de choses. Donc voilà, traînez pas si vous voulez faire des choses parce que là, ça va être très difficile les années prochaines. Voilà, donc ben voilà, hein, il y a de quoi décoller, mais faut bosser un peu quand même. Hein, Julie, c'est malheureusement, hein, comme d'habitude, Là, c'est pas. le tournant qui est à opérer, enfin, après, il y a beaucoup de discours sur l'IA, etc. L'IA, effectivement, n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour j'allais dire, le sublimer ou en tout cas l'appuyer. On voit bien aussi qu'il y a les collaborateurs, la main-d'œuvre, c'est quand même compliqué de les attirer et de les fidéliser. Et Mm, peut-être et sûrement qu'avec déjà des outils IA, les robots, etc., on peut les alléger. Et vous amenez plus vers du conseil avec des outils prédictifs ou des supports qui vous permettent d'aller vachement plus loin avec les clients. Parce qu'aujourd'hui, bah, simplement, on se rend compte qu'il y a une prise de conscience, mais on le voit bien, vous manquez énormément de temps aussi et de ressources pour pouvoir le faire correctement et le faire tout court parfois, mm. tout Donc c'est simplement. clair, si vous voulez devenir le petit Elon Musk là qui vole derrière la fusée de l'expertise comptable, bah, il y a quand même un petit peu de travail, un petit peu d'effort, mais franchement, les potentiels qui sont derrière sont quand même C'est assez important. extraordinaires. Il faut vraiment se convaincre que, je vous dis, c'est pas d'acheter un abonnement de ChatGPT et de faire 3 prompts dans la semaine, ça changera pas la vie du cabinet ni la vôtre. Par contre, mettre en place vraiment des outils d'IA sérieux, fabriquer des tableaux de bord ou d'autres outils à valeur ajoutée et gagner du temps partout et automatiser de nouveaux process, là, je vous garantis que c'est la différence entre les cabinets qui vont dominer demain et les autres, quoi, hein, clairement. Hein. Ça n'a jamais été, ça va jamais creuser un tel écart que ce genre d'outil. Je crois il est monstrueux pour se retrouver plutôt en tête du peloton qu'en queue, là où il va y avoir un petit peu de dégâts, à mon avis, quand même. Je ne sais pas s'il y a des questions encore Pour ou quoi que ce l'instant, j'en soit. ai pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je fais le relais là. Bon, voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, bon, un congrès, je vous dis intéressant, mais voilà, il faut quand même se convaincre que c'est une période, de toute façon, elle est difficile, même sur un plan géopolitique, économique, un peu partout. Hein. Il y a rien qui va merveilleusement. Si, il y a un peu de soleil sur le bassin d'Arcachon, donc je le confirme. C'est la bonne nouvelle du jour. Mais non, sinon, c'est vrai que voilà, il va falloir serrer le jeu, à mon avis. Et il n'y a rien qui sera facile dans les mois et les années qui viennent. Donc, je pense il faut anticiper au maximum. Et l'IA est vraiment un outil d'anticipation pour booster à peu près tout ce que vous faites dans un cabinet. Hein. Donc, et en plus, c'est passionnant hein, quand on se met dedans. Sincèrement, moi, je suis tombé dans la marmite il y a 2 ans maintenant et c'est absolument dingue, quoi. Absolument dingue. Même les clients vont s'y mettre. Finalement, c'est à peu près sûr. Tout le monde va s'y mettre un peu à son niveau. Mm. Et toi, Et Julie, autant. toi qui travailles beaucoup sur le marketing, tu t'en sers déjà Ah de bah oui, l'IA oui, moi je m'en sers et puis je travaille avec des cabinets d'expertise comptable qui me demandent de les appuyer aussi sur le sujet. Alors après, rien n'empêche une personnalisation, mais justement, en plus, avec des bons prompts, etc., on peut aller jusqu'à de la vraie personnalisation, y mettre sa touche personnelle, mais il faut juste savoir lui demander. Oui, il faut s'enlever de la tête l'image du vilain robot moche avec une voix métallique et qui est en plus complètement désagréable et qui comprend rien. C'est plus du tout ça, quoi. Hein. C'est vraiment les robots, au contraire, ils sont devenus quasi humains et c'est pour ça qu'on parle aussi de fake, comme on dit maintenant. C'est que ça permet de faire des choses tellement proches de ce que fait un être humain et même au-delà, pour moi, dès lors qu'il faut avoir beaucoup d'informations en tête. Non, c'est vraiment impressionnant. Et je vous Oui, garde. oui, en fait, c'est vrai qu'on a tendance à, moi aussi au début, à, à noircir un peu le trait, à grossir le trait sur l'IA. En fait, il faut vraiment le voir comme un outil qui nous. Enfin, moi, je trouve qu'à des moments, ça me fait gagner un temps précieux sur certains sujets, sur des automatisations, etc. Et pour le coup, bah, ça me permet de me consacrer plus aussi à la personnalisation avec des clients, des choses comme ça, Mhm. où finalement, quand on a la tête dans le guidon, quand on est dans la prod ou quand on est à gérer plein de choses qui finalement pourraient être automatisées, l'idée, c'est pas de remplacer la relation humaine.
je reviens sur nos échanges avec le téléphone, etc., le robot. L'idée, c'est pas de la remplacer, c'est de la sublimer en se disant, bah tiens, là où avant, on n'avait peut-être pas le temps d'appeler le client pour prendre rendez-vous personnellement et que les mails, ça passe un peu à la trappe de plus en plus. Moi, j'ai plein de cabinets qui me disent aussi, bah, mes clients, et ça pourrait arriver jusque-là, Stéphane, je pense que tu me diras le contraire si je me trompe, mais moi, j'ai des cabinets qui me disent, bah, nous, on travaille beaucoup aussi sur WhatsApp, avec des groupes WhatsApp, des vocaux, Mm. parce que les clients sont en voiture et qu'ils écoutent des vocaux, ils lisent plus des messages. Et donc, il y a Mm. vraiment des sujets où on pourrait juste se dire, tiens, bah, pour une prise de rendez-vous, on peut automatiser, tiens, client Dupont, j'ai vu que, est-ce qu'on pourrait prendre rendez-vous pour échanger de Mm. vive voix, Mm. c'est important pour vous. Et ce qui va être exceptionnel par rapport à ce que tu dis, c'est que le vocal va prendre une importance extrêmement importante dans l'IA. On va faire 1000 choses avec depuis son smartphone. On va pouvoir discuter avec quelqu'un, garder la transcription de la discussion, la résumer, l'envoyer à quelqu'un d'autre, et tout ça par des commandes vocales où c'est vous qui allez dire je veux ça, 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 ça et ça, et l'IA va faire le truc tout seul. Si Eh vous ben, êtes perdu dans la campagne, elle est capable de vous donner un plan pour vous retrouver. Euh, on va faire en temps réel des choses exceptionnelles à partir d'un simple smartphone aujourd'hui. Et bah, ça commence à exister, mais ça va se développer à un niveau assez incroyable, quoi. je te donne un dernier exemple. Après, moi, je vais être obligée de vous abandonner aussi. Mais moi Mais je te aussi. donne un dernier exemple. Par exemple, sur LinkedIn, on sait, moi, aussi un de mes domaines de spécialisation. On sait que ce qui fonctionne bien, c'est communiquer en message perso, etc. Bah, il y a quand même des outils qui existent et je me suis fait avoir, hein. Moi-même, je me suis fait avoir. Des gens qui m'ont envoyé des vocaux sur LinkedIn et en fait, c'est de l'IA. C'est-à-dire que les Mm. gens enregistrent des vocaux en fonction de votre typologie, des postes, etc., sa façon d'être, et vous envoient des messages de prospection. Alors, c'est peut-être 10, 15, 20 par jour en vocal. Moi, personnellement, je l'ai reçu, je pensais que c'était c'était quelqu'un. Mais non. Oui, oui, oui. Là, on se laisse prendre quand même. Bon. Après, voilà, faut voir les côtés éthiques, il faut voir bon, un certain nombre de choses. Évidemment, Mais, évidemment. Après, on peut être transparent avec le client aussi, hein. Enfin, je veux dire, voilà. En tout cas, j'ai été surprise, en tout cas, moi aussi. ouais, ouais, non, mais on n'est pas au bout de notre surprise d'ailleurs. Allez, ça va être la phrase de la fin. Merci beaucoup, Julie. Merci à vous toutes Merci, et à vous tous. à Vous avez très été bientôt. nombreux aujourd'hui. On va essayer de continuer à vous apporter des belles choses et là, ça va booster au niveau des développements et des sorties de fonctionnalités. Hein, donc, on sera ravis de vous emmener avec nous et de vous apporter tous ces services qui vont être au bout de l'outil Pilot Guard. Et je vous promets, on va faire une sorte de kit mission tableau de bord là, qui va être vraiment top pour que vous puissiez vous sentir très à l'aise pour vendre des missions et donc commencer à implémenter l'outil déjà sur les tableaux de bord annuels pour un maximum de clients et si possible sur le plus de clients possible pour le tableau de bord périodique et peut-être un jour prédictif, hein, puisqu'on va le sortir avant la fin de l'année. Donc voilà, ça sera de quoi justement compenser les problématiques de marge qu'on évoquait au début de cette réunion, de ce webinaire. Merci à tous, très bonne Bientôt, journée, très bon Stéphane. Bonne fin de week-end, et journée. puis dans une semaine. Bye bye. Bye bye.